déplacé malgré le contexte des mouvements sociaux actuellement partout en France et dans Paris. Il y a une heure de ça, on vous a envoyé un mail pour vous confirmer que la conférence était maintenue. Pour être honnête, il y a une heure, devant, ils étaient en train de jeter les barricades. Donc on a hésité, on savait qu'une heure après, ça allait se calmer. Peut-être que certains arriveront postérieurement. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup, Monsieur Conesa, pour deux choses. La première chose, d'avoir accepté si rapidement d'intervenir à nos côtés. Quand je vous ai appelé au bout de 45 secondes, vous avez dit d'accord, avec plaisir. Et là, aujourd'hui, vous sortez d'une conférence qui a duré tout l'après-midi et vous êtes ce soir avec nous. Donc, merci du temps que vous nous consacrez. Vous garantissez que ce n'est pas des réfugiés des manifestations. Voilà, si on voit un gilet jaune dépasser d'un sac, c'est... Voilà. Donc, pour introduire rapidement sur l'association, pour vous la présenter aussi à vous et puis au public qui ne connaît pas parfaitement la structure, l'association Ambassadeurs de la Jeunesse est une association dont l'objet social est d'exercer une diplomatie non gouvernementale. Diplomatie non gouvernementale, ça veut dire impliquer la société civile dans les relations internationales et diplomatiques par plusieurs biais. Par le biais de la formation, par le biais de la recherche, par le biais de l'influence auprès des pouvoirs publics, privés. Donc pour cela, on travaille avec des représentations diplomatiques, avec des organisations internationales aussi, on travaille avec des gouvernements et on travaille sur un ensemble de sujets variés. On a des commissions de travail, une commission droit-justice, économie-finance, environnement, sport, sécurité, défense, culture. On a des commissions thématiques assez larges et on a des représentations continentales. Donc l'association dispose d'un réseau international assez développé. Nous sommes une association à statut français, mais présente dans 35 pays dans le monde. Et aujourd'hui, on vous réunit pour une conférence sur le thème de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Arabie Saoudite dernièrement, surtout depuis, du moins dans le débat public, hein, dans le milieu des relations internationales, dans le secteur associatif des think tanks. Évidemment que l'Arabie Saoudite n'est pas du tout un sujet qui vient d'arriver sur la table. Mais on s'est dit que faire cette conférence avec notre délégation proche et Moyen-Orient était l'occasion de recontextualiser ce pays dans le paysage international. On a beaucoup parlé d'une affaire en particulier, l'affaire Khashoggi, mais ce soir on va surtout parler de relations internationales et pas d'enquête turque sur l'affaire ou pas d'enquête internationale. Peut-être qu'on l'évoquera parce que peut-être que ça va intervenir dans un contexte particulier du propos, mais ce soir on va contextualiser le pays dans son ensemble. Vous aurez la parole libre, puisque naturellement on fait confiance pour votre expertise sur le sujet. On a coutume chez les ambassadeurs de jeunesse de laisser l'intervenant se présenter lui-même. Alors c'est pas par impolitesse de notre part, mais justement pour éviter de faire une erreur dans le parcours de l'intervenant. Donc à vous la parole et vous pourrez enchaîner sur votre présentation du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre Conesa, je suis retraité, c'est ma situation la plus stable actuellement. J'ai commencé par enseigner, j'étais historien de formation, après j'ai passé l'ENA, j'ai fait différentes choses dans l'administration et j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle au ministère de la Défense, à faire tout sauf de l'administration. Et les 10 dernières années de ma vie professionnelle, j'ai dirigé une société d'intelligence économique. Donc ça, c'est pour vous le raconter rapidement. Maintenant, j'écris sur différents sujets. Comme j'ai passé une grande partie de ma vie personnelle sur les questions stratégiques, j'ai synthétisé d'abord mon expérience dans un bouquin qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». La fabrication de l'ennemi, c'est que je me disais, quand j'étais à l'intérieur du système, que j'entendais répéter, si vous voulez, des thématiques qui étaient censées être consensuelles, sur lesquelles j'étais en désaccord complet. Moi, je vous en donne une. Je
je trouve que la menace de Poutine est moindre que la menace de Mohamed Ben Salman. Donc, si vous voulez, effectivement, ce n'est pas Poutine qui a tué 240 personnes dans les rues de Paris et 900 blessés. C'est le salafisme. Bon, le salafisme, ça ne vient pas de Russie. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait à Poutine le procès sur la Crimée alors qu'on a fait la même chose à Mayotte sur les Comores, par exemple? Donc, si vous voulez, j'étais dans des milieux dans lesquels, d'abord, il n'y avait pas d'épaisseur de connaissances historiques. Or, une des caractéristiques de la chute de l'URSS, c'est que tout l'argumentaire, tout le dispositif intellectuel qu'on pensait dans l'Est-Ouest, si vous voulez, a laissé ressortir des caractéristiques profondes, qui étaient des caractéristiques du temps long, et que la plupart du temps, formation de Sciences Po peut-être expliquant, on se mettait à la superficialité des choses. Bon, je prends un exemple qu'on a tous vécu. La Yougoslavie, je ne sais pas si vous étiez allé avant l'éclatement, mais on pensait que 70 ans ou 50 ans de titisme plus 20 ans de régime communiste, enfin plutôt 70 ans de régime communiste, allait suffire à faire une nation. On a vu exploser des identités qui ont été extrêmement brutales, et donc à 1500 km de Paris, vous aviez à nouveau des camps de concentration. Donc on pouvait penser, si vous voulez, que beaucoup de choses étaient réglées par notre propre histoire, ou on pouvait penser qu'on raisonnait sur des identités solides. Or, la plupart du temps, je trouvais qu'on répétait, si vous voulez, des données acquises. Bon, par exemple, nos hommes politiques sont en général meilleurs sont pas mal, je veux dire. Ils ont souvent une formation politique qui leur donne une dimension internationale que d'autres, en particulier les hommes politiques américains, n'ont pas. Bon. Juste une anecdote, parce que si vous voulez, on a beaucoup de mal à considérer que la bêtise est une explication de décision politique internationale. Pourtant, il faut bien le penser. Un ambassadeur américain racontait que dans une réunion préparatoire à l'invasion de l'Irak, ils expliquaient avec des experts la complexité de ce pays, les chiites uniques, les chiites, les kurdes, etc. Puis Bush, au bout d'une heure, a dit « mais je ne comprends rien dans ce pays, je croyais qu'ils étaient tous musulmans ». Donc quand vous avez un décideur comme celui-là, puis j'en ai d'autres, des exemples comme ça, mais sur les Français, bon, quand vous êtes dans ce genre de décision, il faut aussi expliquer pourquoi, si vous voulez, on aboutit parfois à des choses qui sont incompréhensibles. Vous attendez à ce que la logique de la connaissance aboutisse à la logique de la décision, ce qui n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez, je me suis amusé à faire ce bouquin sur la fabrication de l'ennemi, qui est une réflexion justement pour expliquer, vous savez, vous avez tous en tête le concept de frontières naturelles, le poids de l'histoire, les territoires traditionnellement français, allemands, etc. Bon, on s'est suffisamment écharpé sur des bêtises comme ça pour vous dire que le processus dans lequel jouent les instruments académiques, les universitaires, les sociologues, etc., pour fabriquer de l'ennemi, c'est-à-dire faire de l'autre un individu avec lequel on n'a plus de terrain politique de discussion, est un processus qui est le système stratégique. Ensuite, j'ai fait un petit bouquin qui est là, qui s'appelle le guide du petit djihadiste, ça c'est si vous voulez devenir djihadiste. Et le dernier que j'ai fait, enfin un des derniers que j'ai fait, qui est celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la question de l'Arabie Saoudite. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il y a eu les attentats de 2015, pour la première fois, un Premier ministre français, au lieu d'utiliser un terme stupide comme l'islam radical ou les islamistes radicaux, etc., c'est-à-dire qu'il y a une espèce de terme générique dans lequel on mettait tous les musulmans qui pouvaient être soupçonnés d'être à des degrés divers radicaux, il a utilisé pour la première fois le concept de salafiste. Et en fait, je me suis dit, mais le salafisme, c'est pas comme les champignons après la pluie, ça ne sort pas d'un coup comme ça, il y a une espèce d'historicité, donc essayez de comprendre ça. Et en fait, le salafisme est donc en fait une pratique de l'islam qui est pour l'essentiel née en Arabie Saoudite. Alors, mon travail a été considérablement simplifié parce qu'en discutant avec un théologien musulman, il m'a dit c'est simple, le salafisme c'est la version la plus antisémite, la plus homophobe, la plus misogyne, la plus sectaire et la plus raciste de l'islam. Ce qui fait que je n'avais pas le besoin de lire Abdel Wahab, j'avais qu'à effectivement que lire les principes politiques qui sont ceux qui sont appliqués tous les jours en Arabie Saoudite, où je vous en montrerai des exemples. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne fait-on pas le lien entre un acteur aujourd'hui existant qui est l'Arabie Saoudite et effectivement une diffusion de l'islam qui existe aujourd'hui dans le monde entier à cause de ce pouvoir de cette diplomatie religieuse saoudienne. Et de la même façon, je me disais, on est en train d'aller se battre contre Daesh, et vous verrez les similitudes entre Daesh et l'Arabie Saoudite. On se demande pourquoi il y en a un qui est un ennemi et l'autre qui est un allié. Là, je reviens sur le problème de la fabrication d'ennemis, c'est-à-dire encore une fois, pourquoi Daesh plutôt que l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un peu ça qui a été à l'origine de cette réflexion. Bon, et là, je parlerai surtout de l'Arabie Saoudite, on peut parler un peu du Qatar aussi, parce que c'est assez intéressant à cause de la rivalité. Un des points dont on parlera, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une guerre intra-musulmane.
aussi bien entre sunnites et chiites qu'entre salafistes et le reste des pratiques de l'islam, entre les salafistes et les soufis, etc., etc. Et ça, c'est une caractéristique, alors que beaucoup de ces radicaux se réclament de l'Oumma, c'est-à-dire de la solidarité de la communauté des musulmans sur la planète. En fait, il n'y a pas de concept culturel qui soit plus divisé et déchiré aujourd'hui que celui-là. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les autres sont unis, mais ça veut dire que celui-là est devenu une thématique politique, si vous voulez, et cette thématique politique est aujourd'hui étrange, puisque justement, quand on la constate sur le terrain, on s'aperçoit que les chiites d'Arabie Saoudite n'ont pas les mêmes droits que les sunnites, que au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, à Bahreïn, au Nigeria, vous avez une guerre sunnite-chiite. On peut toujours expliquer que ces gens-là vivent bien ensemble, sauf qu'aujourd'hui, c'est comme nos guerres de religion, ils vivent bien ensemble jusqu'au moment où ils commencent à se massacrer. Donc on est dans des caractéristiques de guerre, si vous voulez, qui ne sont pas les grandes explications internationales. Dernière remarque et dernière anecdote, si vous voulez, pour vous expliquer pourquoi il faut essayer de faire du terrain, essayer de comprendre comment ça se passe, aussi bien dans les cercles de pouvoir que sur le terrain. Il y avait un chef de guerre afghan, vous savez que l'Afghanistan, en gros, en 1979, c'est l'invasion soviétique, et depuis cette époque-là, l'Afghanistan n'a plus jamais connu la paix. Ça a été soit l'invasion soviétique, soit une guerre civile, soit l'invasion américaine, et encore aujourd'hui, on n'a pas rétabli la paix. Il y a un chef de guerre afghan qui disait une phrase très juste et qui explique complètement la logique de guerre en Afghanistan. Il disait on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan, mais on peut le louer. Et là, vous avez toute la logique de la guerre en Afghanistan, c'est-à-dire que chacun se bat pour ses intérêts propres. Il n'y a pas d'unité nationale afghane, si ce n'est contre un envahisseur. Mais par contre, quand ils sont entre eux, si vous voulez, à ce moment-là, les divisions réapparaissent. Il y a beaucoup de pays de la planète dans lesquels les choses sont comme ça, donc il faut pénétrer un peu à l'intérieur. Bref, passons, si vous voulez, sur la question de l'Arabie Saoudite. Alors, première chose, pour comprendre un peu l'originalité de l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, au moins pour sa partie intérieure, est une région qui n'a jamais été colonisée. Alors la colonisation ottomane est en fait une colonisation qui descendait sur la côte ouest, hein, vous avez tous vu Laurence d'Arabie, etc. etc. Bon, c'est-à-dire que l'Empire ottoman avait conquis les lieux saints, parce que n'oubliez pas que le calife à l'époque était le sultan de Constantinople. Et puis la colonisation britannique, quand elle arrive au XIXe siècle, elle va s'installer surtout sur la côte est, ici, puisqu'elle va constituer le Koweït, qui est une sécession volontaire de l'Irak, enfin encore pas d'Irak, parce que c'est l'Empire ottoman, mais de ce qui sera plus tard l'Irak. Et donc, en fait, toute la partie centrale est une partie qui n'a jamais été touchée par la colonisation. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand Abdelwahab est le fondateur du wahhabisme. Abdelwahab est un contemporain de Voltaire. Donc, vous voyez le décalage entre les deux systèmes de pensée. Abdelwahab donc, se dit le seul véritable islam, c'est le nôtre, parce que nous, on n'a pas été pollués par la modernité, ni par la colonisation, ni par l'Empire ottoman, etc. Et donc, toute la thématique du salafisme, qui étymologiquement signifie la religion des salafs, c'est-à-dire des compagnons du prophète. Donc la seule véritable pratique de l'islam, c'est la nôtre, c'est le salafisme, c'est-à-dire celle qui va se rapprocher de ce qu'on peut sait être la pratique des compagnons du prophète. Et donc il va y avoir, ça va être un peu compliqué l'unification du royaume, parce qu'en fait il va y avoir 3 campagnes successives où les Saouds, tribus, alliés avec les Abdelwahab, c'est-à-dire les Al-Sher, si vous voulez, vont donner progressivement le royaume d'Arabie Saoudite, mais la conquête va être difficile. Ce qui est intéressant dans cette conquête, puisque vous voyez, en fait, là vous avez les 3 étapes, hein, la chose est en partie d'Iria, c'est-à-dire en plein centre de ce fameux désert dont je vous parlais. La conquête s'est faite en 3 étapes, elle s'est arrêtée effectivement à certains endroits où là il y avait de la colonisation britannique. Alors ici ce sont les Émirats Arabes Unis, ici c'est Oman, ici c'est le Qatar. L'influence du wahhabisme est allée jusque-là, mais pas l'influence du royaume saoudien. Et donc, ce qui est intéressant dans cette conquête, c'est que les wahhabites vont fournir aux Saouds la légitimité du djihad. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer que la conquête, l'unification de la péninsule est une guerre religieuse. C'est-à-dire que c'est une des premières instrumentalisations guerrières d'une conception religieuse de la guerre, mais contre d'autres musulmans. Puisqu'en fait, ce n'est pas contre les colonisateurs britanniques, c'est contre les autres tribus de la région et contre l'Empire ottoman. Se constitue d'ailleurs à ce moment-là quelque chose dont on reparlera, qui sont une espèce de troupe de moines soldats qu'on va intégrer, si vous voulez, dans le système à la suite des conquêtes, et puis quand il y aura une insurrection, à ce moment-là, une Saoud se retournera contre eux, mais on laisse ça de côté. Le système, une fois en place, donc grosso modo en 1932, le régime d'Arabie Saoudite se constitue.
Dans la constitution saoudienne, ils s'engagent à propager l'islam version salafiste, c'est-à-dire qu'ils se nomment eux-mêmes salafistes. Et donc, c'est structurellement dans la mission de ce royaume, qui encore une fois gère les lieux saints, qui est quand même un avantage énorme, hein, c'est-à-dire que le royaume d'Arabie Saoudite gère la Mecque, Médine, etc., toutes ces étapes où le prophète s'est arrêté. Et donc, en 1932, vous avez effectivement un pays qui se constitue, dont tout le monde se fout, parce qu'on se dit que c'est cette grande étendue de désert, on n'est pas encore dans l'ère pétrolière, donc ça gêne personne, et personne ne va s'en occuper. Ce n'est qu'un peu plus tard, au fur et à mesure que le moteur à explosion va remplacer le moteur à vapeur, qu'on va se retrouver dans un système où effectivement le pétrole va prendre l'importance que vous connaissez, puis surtout accélération avec la Seconde Guerre mondiale, où là on va effectivement se rendre compte que la maîtrise des champs pétroliers est devenue un enjeu stratégique. Alors, le système politique. Le système politique, c'est ce qu'on appelle un système adelphique, c'est-à-dire, c'est pas la succession, le père au fils, c'est Abdelaziz Ibn Saoud, que vous avez la photo ici, avait 12 femmes, je crois, et donc il doit avoir 57 enfants, je crois, à peu près, j'en ai peut-être oublié certains, peut-être certains qui ne sont pas déclarés. Mais le principe de succession, c'est que c'est le premier fils de la première femme, ensuite c'est le premier fils de la deuxième femme, ensuite c'est le premier fils de la troisième femme, et ainsi de suite jusqu'à 12. Bon. Or, comme effectivement, quand on a 12 femmes, on peut très bien avoir des enfants qui naissent à quelques mois de distance, mais parfois même ensemble. Donc, si vous voulez, cet ordre dynastique tient compte essentiellement du fait que toutes les femmes sont des alliances tribales, et donc il faut respecter cette espèce de cohésion dans laquelle le mariage joue le rôle de ciment social. Ça vous explique un autre aspect aussi, c'est que c'est une querelle entre des nonagénaires et des octogénaires, parce qu'effectivement, comme ils sont tous frères ou demi-frères, et qu'ils sont tous à peu près du même père et de la même génération, donc vous en avez certains qui parfois disparaissent en cours de route, donc on passe au fils aîné de la femme suivante, enfin bon. Donc ce principe-là, pour la première fois, on le saute avec Mohamed Ben Salman, c'est-à-dire l'individu que vous connaissez, le beau gosse qui a fait sa tournée dans tous les pays occidentaux, parce que là, on a sauté l'hypothétique successeur, et qu'en plus, celui qui était désigné officiellement, là, qui est ici, là, qui s'appelle Mokren, bon, il était un peu bête, donc Mohamed Ben Salman l'a fait arrêter, il a fait assigner à résidence pour un demi-frère, c'est pas très sympa, mais enfin, c'est une manière de succéder, et donc le Mohamed Ben Salman était censé régénérer, si vous voulez, ce principe de succession, puisque 33 ans, évidemment, dans une querelle de maison de retraite comme est la famille Saoud, si vous voulez, ça a changé. Donc tous ces gens-là, si vous voulez, sont des gens qui, en général, n'ont jamais fait d'études à l'étranger. C'est-à-dire que tout leur espace, même Mohamed Ben Salman, hein, il a un diplôme de droit international de l'université de Riyad. De droit international, n'en étant jamais sorti, c'est quand même ce que je ne vous souhaite pas comme futurs ambassadeurs, si vous voulez. Hein, bon. Mais c'est extrêmement important à comprendre parce qu'effectivement, je sais bien que George Bush n'était jamais ailleurs qu'au Mexique avant de devenir président de la République, mais enfin, ça pose un problème quand on n'a pas d'expérience internationale au sens propre du terme, c'est-à-dire quand on n'a jamais traversé les frontières, quand on n'est pas allé dans un pays qui pense différemment, etc., etc. Et donc ce pays, si vous voulez, va connaître une étape historique majeure, c'est 79. Pourquoi 79 ? 1979, c'est d'abord en février la révolution islamique à Téhéran. La révolution islamique à Téhéran, c'est un choc extraordinaire parce que d'abord, rappelez-vous, le Shah d'Iran était le type considéré comme le grand réformateur moderniste. Je vous montrerai des exemples de réformateurs modernistes qui ont été emportés par le vent de l'histoire. Le dictateur, dont on disait il est en train de moderniser son pays, etc. Sauf qu'il n'avait pas mesuré que son pays, la réforme dans son pays, ça ne devait pas prendre les formes de l'Occident. Juste quand même, encore une fois, pour vous expliquer parfois des aberrations qu'on ne voit jamais. Le Shah d'Iran, puisqu'il avait été en fait, la famille des Pahlavis avait été expulsée d'Iran et lui il a fait ses études à Genève. Donc il parlait mieux le français que le persan et quand il faisait des discours en persan, les Iraniens se moquaient de lui parce qu'il avait un accent incompréhensible. Il engueulait ses ministres en français. Ça ne vous donne pas un chef d'État, si vous voulez, qui a une grosse emprise sur un pays qui est encore majoritairement rural. Donc en 1979, quand le Shah d'Iran est expulsé, tout le monde est surpris. Et en plus, comme l'Iran est un immense pays chiite, c'est quand même à l'époque encore 60 millions d'habitants, c'est un énorme choc dans l'ensemble du monde arabo-musulman, parce que tout à coup, les Iraniens prennent la tête de l'islam révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est eux qui, pour la première fois, symbolisent un islam qui va se traduire par une organisation républicaine. On en pense ce qu'on veut, hein, ça importe peu, mais avec un discours, évidemment, de dénonciation d'Israël, etc., etc.
c'est un séisme en Arabie Saoudite, parce qu'évidemment, se prétendre leader du monde arabe quand on est chiite, alors que ça fait 10 à 15% de l'ensemble de la communauté arabe, c'est une prétention que les Saoudiens acceptent difficilement. Deuxième événement extrêmement important, toujours en 1979, des étudiants en religion, ils ne s'appelaient pas encore les talibans à l'époque, occupent la grande mosquée de la Mecque. Alors pourquoi cet événement est-il si important? Parce que, rappelez-vous, en 1973, la crise du pétrole, tout à coup, l'Arabie Saoudite devient richissime. C'est un pays qui tout à coup déborde d'argent et qui donc a un retard extraordinaire en termes d'organisation de cadres administratifs, etc. Et donc ce pays, tout à coup, va se moderniser à une cadence formidable. Nos entreprises ont fait d'énormes marchés là-bas. Et la thématique, c'est la modernisation sans changement. C'était la thématique officielle. En fait, c'est très difficile la modernisation sans changement. Donc il y a dans les écoles religieuses qui sont tenues justement par la branche religieuse dont on va parler, des gens qui renaclent contre cette modernisation parce qu'ils estiment que l'arrivée de la télévision, l'arrivée du cinéma, etc., ce sont des choses qui bouleversent les règles sociales, les femmes, enfin bref. Je ne vous fais pas le détail, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais cette occupation de la grande mosquée est extrêmement importante parce que tout à coup, vous avez des étudiants qui sont des étudiants du grand moufti, c'est-à-dire du principal leader de la religieux qui s'appelait Ibn Baz, qui vont occuper la grande mosquée en disant nous sommes la représentation de la régénérescence de l'islam et le Messie est avec nous, d'ailleurs il est là, c'est mon cousin. Bon. Et ça pose un énorme problème théologique, parce que faire une intervention militaire dans un lieu saint où théoriquement il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de droit d'utilisation de la force, le roi Saoud demande justement l'appui des religieux pour pouvoir légitimer une intervention militaire. Ça, c'est extrêmement important à comprendre, parce qu'encore une fois, ce régime, il a deux jambes. Hein. Il a la dynastie des Saoud et il a la dynastie des Al-Sher, c'est-à-dire les descendants d'Abdel Wahab. Et donc, ils marchent toujours ensemble. Donc, s'il y en a un des deux qui est menacé, c'est l'ensemble du système qui risque de s'écrouler. Donc, il demande aux théologiens, trouvez-nous une bonne excuse pour une intervention et dégager la grande mosquée. La grande mosquée, c'est un immense ensemble avec 4 ou 6 minarets. Les types avaient mis des snipers en haut, donc ils tiraient sur les gendarmes, les policiers dès qu'ils arrivaient, etc. Donc, extrêmement difficile. Solution trouvée, c'est de faire appel à des hommes spécialisés de l'étranger, d'où appel aux Français, au GIGN, pour libérer la grande mosquée. Problème évidemment théologique, là encore une fois, puisque évidemment faire intervenir des mécréants pour aller libérer la grande mosquée, ça fait des ordres. Donc le GIGN se convertit rapidement, en une journée. Je ne crois pas qu'ils aient été circoncis, j'ai posé la question, mais je pense qu'ils n'ont pas, la conversion n'est pas allée jusqu'à là. Et donc, ils ont une opération militaire qu'ils ont guidée, si vous voulez, en utilisant des gaz de combat pour libérer les souterrains de la grande mosquée. Et finalement, donc, la grande mosquée a été libérée. Mais c'est un choc énorme, parce que, si vous voulez, l'argument théologique trouvé par justement les théologiens pour légitimer l'intervention, c'est de dire, c'est vrai que le prophète avait dit que le Messie arriverait, mais que le Messie arriverait pour se débarrasser des États, des régimes impies et corrompus. Or, le régime Saoud n'est ni impie ni corrompu, donc c'est pas le Messie. Donc si c'est pas le Messie, on peut intervenir. Donc vous voyez l'argumentaire théologique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à chaque fois que la dynastie a eu besoin des religieux pour se sauver, les religieux ont toujours fait, avec beaucoup d'esprit de jésuites, hein, comme chez nous, de trouver les bons arguments théologiques pour légitimer une position politique. Donc 79, deuxième étape, c'est l'occupation de la grande mosquée. 79, dernière étape, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. L'invasion soviétique en Afghanistan, alors à ce moment-là, ça permet d'expulser, si vous voulez, tous ces jeunes gens turbulents qui avaient occupé la grande mosquée, qui étaient sortis des madrasas, etc. Et ça devient le premier contingent étranger parmi les moudjahidines afghans sont des Saoudiens. Alors là, je reviens une minute sur l'organisation sociologique du régime. C'est-à-dire là, vous avez le pouvoir des religieux, c'est-à-dire du grand moufti, qui est traditionnellement un descendant d'Abdel Wahab, à quelques exceptions. Mais en gros, il tient la justice, les universités, les bibliothèques, le ministère de la Culture, si tant est qu'on puisse parler d'un ministère de la Culture en Arabie Saoudite, et puis, si vous voulez, toute la désignation des imams. Donc c'est un pouvoir gigantesque parce que, effectivement, c'est eux qui dictent la loi, et évidemment le statut de la femme en particulier, ou le statut des étrangers, etc. Et encore une fois, c'est une pratique de l'islam qui interdit toute autre forme de culte sur le territoire saoudien. Bon. Alors, vous avez aussi président de la bibliothèque saoudienne,
président du Haut Conseil de la Ligue islamique mondiale, ça on aura l'occasion d'en reparler, président de l'orphelinat. L'université islamique de Médine, très importante, j'y reviendrai, c'est l'équivalent de l'université de Lumumba, si vous voulez, si on doit raisonner dans le système communiste. Président des sciences religieuses, grand moufti du royaume, chef du service judiciaire, vous voyez, bon, finalement c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Et donc, encore une fois, ce régime ne tient que parce que ce pouvoir religieux vient toujours conforter le régime politique quand il en a besoin. Alors, dans le domaine de la fabrication d'ennemis, là vous avez effectivement un exemple de comparaison entre ce qu'est l'Arabie Saoudite et ce qu'a été Daesh. Vous remarquerez l'extraordinaire similitude, mais vous ferez la différence importante entre le fait que l'un est un ennemi, l'autre est un allié. Et évidemment, c'est là une différence essentielle, parce que c'est pas les mêmes mains qu'on coupe, ou en tout cas c'est pas les mêmes genres, enfin c'est pas les mêmes décapitations, c'est pas les mêmes lapidations, etc., etc., etc. Bon, vous voyez comment un système de fabrication d'ennemis peut se construire. Là, parmi les succès de la monarchie saoudienne, vous avez quand même 2 condamnés dont la situation est absolument odieuse, et je m'étonne qu'il n'y ait pas de campagne de presse. J'en ai vu aux États-Unis, je n'en ai pas vu en France. Vous avez Raif Badawi. Raif Badawi est un blogueur qui, sur son blog, avait dû mettre un truc du genre, finalement, cette terre, la création divine n'est pas si parfaite que ça. Enfin, il émettait des doutes, si vous voulez, sur les réalisations divines. Il a été condamné pour injure à l'islam et il a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. 1000, je ne fais pas d'erreur sur les zéros. C'est-à-dire qu'on le sort de prison régulièrement pour lui délivrer ses coups de fouet, je ne sais plus, par 50, par 100, etc. Sa femme s'est enfuie, elle est réfugiée politique au Canada, mais enfin c'est pour dire qu'on est quand même dans une situation assez extraordinaire où il y a des réfugiés, il y a des prisonniers politiques que paradoxalement ne mobilisent pas. Il y en a un autre qui lui est en attente de sa décapitation. C'est le neveu d'un imam chiite saoudien qui s'appelle Nimr al-Nimr et qui a été condamné lui à la décapitation et à la crucifixion. C'est-à-dire une fois qu'il aura été décapité, son corps sera crucifié et laissé exposé jusqu'à ce que les chairs se décomposent. Il a 27 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bon. Là, je vous cite des exemples, si vous voulez, encore une fois, pour vous montrer combien la chose est différente quand on parle d'un pays allié et d'un pays ennemi, parce qu'évidemment, ce que fait Daesh, c'est pas bien. Alors, allons-y. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est le même, dans le drapeau, excepté la couleur, c'est la profession de foi. Donc c'est la déclaration, il n'y a qu'un seul Dieu et son prophète. Alors, allons-y. Donc, la montée en puissance de cette diplomatie religieuse. Au départ, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite est anti-nassérienne. Rappelez-vous qu'à l'époque, dans les années 70, le mouvement de libération anticoloniale, le mouvement d'expression politique du monde arabe, c'est Nasser le grand leader, c'est-à-dire ce qu'on appelle le socialisme arabe. Des gens qui effectivement disent on doit reprendre le contrôle de nos ressources. Rappelez-vous que Nasser nationalise le canal de Suez, que ça va provoquer une intervention franco-anglaise, que vous avez ce socialisme arabe qui va se répandre en Syrie avec Assad, en Irak avec Saddam Hussein, en Algérie avec Boumedienne, en Libye avec Kadhafi. Donc c'est une espèce de vague, si vous voulez, politique, de gens qui se disent musulmans, mais avec une distance pratique, si vous voulez, à l'égard de la religion. Et Nasser dit les Arabes feraient mieux de s'occuper des monarchies du Golfe plutôt que d'Israël, ce qui n'est pas une phrase qui, en général, met les Saoudiens dans une situation de satisfaction profonde. Donc, cette diplomatie est d'abord anti-nassérienne. C'est-à-dire, on va diffuser, si vous voulez, tout autour, pour faire une espèce de barrage au nassérisme, qui a quand même une grande capacité de conviction, de force qui est connue. Nasser était vraiment un personnage qui était admiré dans l'ensemble du monde arabe. Et donc, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite va commencer à se répandre pour essayer d'empêcher la diffusion du nassérisme dans d'autres régions arabes. Et donc, l'essentiel des élèves de l'université islamique de Médine qui sont formés en Arabie Saoudite se répandront dans les pays du Sahel. J'y reviendrai parce qu'avec l'intervention au Mali, si vous voulez, on va retrouver certaines choses. Donc, le 73, c'est ça. Les 3 séismes majeurs, c'est ce que je vous ai développé tout à l'heure, c'est-à-dire la révolution iranienne en février, l'occupation de la Grande Mosquée en juillet, puis décembre, l'invasion soviétique en Afghanistan. Évidemment, ceci fournit une espèce de... La dernière étape, évidemment, fournit une légitimité importante au régime saoudien, puisque là, vous allez avoir un djihad contre, effectivement, des mécréants, qui sont en plus des laïcs militants, qui sont les communistes du RSS. Rappelez-vous ce premier épisode quand même, où dans un premier temps, l'URSS, au lieu d'envoyer des troupes
comment dire, de contingents chrétiens envoient des troupes musulmanes venues d'Asie centrale, et très vite, ils vont constater que les types ne se battent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se battre contre d'autres musulmans, ils sont obligés de les retirer pratiquement au bout d'un an pour les remplacer par des contingents venant d'autres États de l'URSS. Mais cette invasion soviétique, évidemment, donne tout à coup une espèce d'alliance très forte avec les Occidentaux, puisque c'est le point de fixation de la guerre froide à l'époque, c'est la guerre en Afghanistan. Et alors, rappelez-vous, on invente un concept extrêmement intéressant qui s'appelle les combattants de la liberté. C'est-à-dire que tous les Afghans se battant contre les Russes ne peuvent être que des combattants de la liberté. Donc, vous voyez pourquoi je reviens sur le concept de fabrication d'ennemis, parce que les Moudjahidines afghans, ils étaient exactement comme les talibans afghans, c'est les mêmes. Enfin, moi, je suis allé en Afghanistan, je n'ai pas vu la différence, si vous voulez. Hein. Donc, mais à partir du moment où dans la presse, on aura l'occasion de revenir sur les médias, dans la presse, à partir du moment où vous avez un qualificatif qui marche, si vous voulez, ça vous donne toute une thématique, toute une espèce d'affirmation formidable sur ces Afghans, ces fiers Afghans, le royaume de l'insolence, vous savez, ce pays qui a résisté aux envahisseurs britanniques, qui a résisté aux envahisseurs russes, et puis qui va résister à l'OTAN aussi, puisque c'est le cas encore aujourd'hui. Donc, l'invasion de l'Afghanistan donne tout à coup une espèce de virginité à l'Arabie Saoudite, qui va devenir le principal allié des Américains, qui va financer la résistance, qui va fournir un contingent, etc. Donc, comment s'organise le soft power saoudien? C'est un système assez original parce que c'est un espèce de mix, si vous voulez, entre un système américain et un système communiste. Si on doit le comparer au soft power américain, si vous voulez, c'est des fondations, des grandes fondations très riches, etc., qui délivrent des bourses, qui payent des voyages, qui organisent des colloques, etc., etc. C'est des chaires universitaires financées sur argent saoudien, pour l'essentiel aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est beaucoup d'argent versé aux fondations présidentielles américaines. Présidentielles, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent très bien que avoir des bonnes relations. Rappelez-vous que dans la campagne électorale entre Trump et Mme Clinton, Trump a accusé Hillary Clinton d'avoir touché de l'argent de l'Arabie Saoudite. Et effectivement, elle a dit que la fondation Clinton avait reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite, mais à l'époque, il l'utilise comme un argument de campagne. Et il va d'ailleurs dénoncer l'Arabie Saoudite pour son rôle dans les attentats du 11 septembre. Donc en fait, ce type va utiliser ce qui est une évidence, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a monté aux États-Unis un système de lobbying qui va chercher dont certaines des concrétisations sont des chaires Moyen-Orient financées par l'Arabie Saoudite. Ce sont des fondations américaines recevant de l'argent de l'Arabie Saoudite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est j'ai fait le bouquin parce que il y a eu Wikileaks a divulgué sur une base qui s'appelle Saudi Database quelque chose comme 30 000 ou 40 000 documents diplomatiques saoudiens. C'est-à-dire qu'on a du document de première main, si vous voulez, mais c'est 40 000 documents, on ne peut pas tous les traiter, mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Et il y a notamment des télégrammes qui expliquent que l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington doit avoir l'accès direct au bureau ovale. Il ne faut pas qu'il soit obligé de passer par le département d'État. Donc, si vous voulez, tout le jeu saoudien pendant les campagnes électorales, c'est de dire, de toute façon, on les finance tous, comme ça on sera sûr que celui qui sera élu nous sera redevable de quelque chose. Donc c'est assez intéressant, c'est assez astucieux, puisque c'est un lobbying qui n'a pas de diaspora locale, il ne peut pas s'appuyer sur une communauté. Donc il faut que ce soit du lobbying ciblé et intelligent. Ça, c'est, si vous voulez, en quelque sorte, la version de soft power version américaine. Et la version soft power version communiste, c'est une université, c'est l'université islamique de Médine, qui va aller chercher dans les madrasas financés par les Saoudiens les meilleurs, qu'on va ensuite inviter à venir à Médine en formation à l'université islamique. Traditionnellement, la grande université islamique, c'est l'université Al-Azhar, celle du Caire. Bon. J'avais rencontré des gens qui, justement, se trouvant à Al-Azhar pour aller faire de la formation théologique, me disaient, mais les Saoudiens venaient recruter, débaucher directement à l'entrée de l'université en disant, mais pourquoi vous venez là, tandis que si vous venez chez nous, vous aurez une bourse et vous aurez un logement. Évidemment, pour la plupart du temps, c'était des jeunes venant du tiers-monde, c'est sûr que cet argumentaire était un argumentaire extrêmement fort. Donc, le soft power, c'est aller recruter des cadres qui seront formés dans une université spécifique qui s'appelle l'Université islamique de Médine, et l'obligation ensuite pour eux de retourner dans leur pays d'origine pour faire de la prédication. Bon. Pourquoi je vous cite cet exemple? Un exemple, si vous voulez, qui peut vous illustrer la chose. Quand on est intervenu au Mali, nous Français, le représentant de la communauté musulmane du Mali est un type qui s'appelle Mohamed Diko, ancien élève de l'université de Médine,
qui a refusé de condamner l'attentat contre le Radisson Blu, dans lequel il y a eu 25 morts, je crois, quelque chose comme ça, en expliquant que tout ça c'était la faute de la colonisation. C'est-à-dire quand on a effectivement des commissaires politiques qui servent sur les endroits où on a aidé, ça peut aider en matière de posture internationale. Donc vous voyez, on a aujourd'hui, moi, les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'en gros l'Université islamique de Médine a vu passer, disons, une vingtaine d'années ou 30 000 types qui se sont répartis un peu partout sur la planète. Il y a des Français, d'ailleurs, régulièrement. On demande régulièrement, d'ailleurs, à l'université, aux autorités saoudiennes de nous communiquer les identités des Français qui vont à l'Université islamique de Médine, mais ils ne veulent pas, nous les communiquer. Donc, on a un système, si vous voulez, qui est un système extrêmement intelligent, qui a beaucoup d'argent, qui est à la fois un système d'influence, comme ce que je vous ai décrit aux États-Unis, et puis un système de formation de cadre avec l'Université islamique, la Ligue islamique mondiale, dont j'ai oublié, qui est une structure dont le secrétaire général est toujours un saoudien et qui va financer à droite à gauche des mosquées, etc. Un mot sur le système de lobbying saoudien en France. L'Arabie saoudite a aujourd'hui des contrats avec toutes les grosses boîtes de relations publiques. Havas, Publicis, Image 5, c'est Almeo, c'est une entreprise spécialisée dans l'influence de haut niveau, et puis une quatrième, dont j'ai oublié le nom. Le rôle de ces boîtes de relations publiques, c'est de faire d'envoyer des journaux, d'inviter des personnalités, d'inviter des parlementaires, etc. Et donc, tout ça, c'était évidemment avant l'affaire Khashoggi. Et puis, donc, l'idée, en gros, c'était de dire, mais ce pays ne cesse de se réformer, puisque, effectivement, regardez à quelle vitesse il évolue. On va revenir là-dessus. Par exemple, là, au Sénat, organisé par une sénatrice de l'Oise, de l'Orne, qui s'appelle Nathalie Goulet, vous aviez un colloque dont l'intitulé Less River, c'est l'Arabie Saoudite, ce pays méconnu. On dirait un des clients touristiques. Vous voyez, elle n'a pas parlé des décapitations, des machins comme ça, ni de Al-Nib, c'est pas grave. C'était pour faire connaître ce pays. Donc vous voyez, un système de lobbying, pendant un certain temps, ça marche. Le problème, c'est quand il est en situation de crise, c'est-à-dire qu'avec l'affaire Khashoggi, tout à coup, on n'a plus entendu personne. Donc, allez-y, continuons. Alors, l'Université islamique de Médine a effectivement des accords avec un certain nombre d'universités ailleurs, qui va leur envoyer les meilleurs des élèves. Donc, ça s'appelle l'université sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Donc, 30 000 étrangers diplômés en une trentaine d'années. Donc, Mohamed Diko, c'est l'individu dont je vous parlais de Médine. Et puis, celui qui a refusé de reconnaître l'attentat du Radisson Blu. Je ne sais pas pourquoi ça coupe d'ailleurs. Une explication pourquoi ça coupe. Je pense que c'est la conversion entre le PowerPoint et l'ordinateur. Ça fera le coup des sabotages. Bon, ok. Allez-y, passez la suite. Alors, donc, quelques constats qu'il faut de temps en temps rappeler, effectivement, parce que c'est quand même important. Donc, le fait que ce soit le lieu de naissance de Mohamed Ben Laden, ça n'a rien d'extraordinaire. La famille des Ben Laden est une famille d'origine yéménite qui a fait une fortune dans le BTP. C'est le père qui a fait fortune dans le BTP. Une des questions que alors Ben Laden a une jeunesse, Mohamed, enfin celui d'Al-Qaïda, a une jeunesse de famille étrangère, de famille saoudienne qui a de l'argent, qui passe une partie de sa jeunesse à l'étranger, etc., qui va redevenir un musulman pratiquant assez tardivement. Il a donc un père qui est un gros homme d'affaires, qui a 12 femmes, et je crois qu'il a une trentaine de frères et sœurs. Donc je me suis toujours demandé comment s'appliquait le concept freudien le complexe d'Édipe quand on a un père qu'on ne voit jamais, 12 mères et 56 frères et sœurs, mais les copains psy me disent qu'il n'y a pas de problème, ça s'applique pareil. Je ne sais pas comment on peut faire le meurtre du père et coucher avec la mère, ou alors c'est peut-être le coucher à un harem, c'est-à-dire les 12 mères sont accessibles, c'est pas mal. Donc j'insiste là-dessus parce que rappelez-vous qu'on est très 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 européocentré, c'est-à-dire tous nos concepts intellectuels, quand on les transpose dans une autre société, on se rend compte de la relativité de ce qu'on croit être des principes universels. Donc, il faudrait que je trouve des psys saoudiens pour qu'ils m'expliquent comment ça marche. Je reste sur les Ben Laden une minute. Le président de la chambre de commerce franco-saoudien est un type qui s'appelle Mohamed Ben Laden, qui est un type qui a fait ses études à Genève, qui parle parfaitement français, qui a une femme et 2 enfants. Bon. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit avant que tu me poses la question, je te dis tout de suite, c'est mon oncle. Vous voyez bien qu'entre l'un et l'autre, vous avez 2 types de personnes qui sont totalement différentes. Et c'est évidemment
ça qui rend la société saoudienne si complexe, c'est que quand ils sont en Arabie Saoudite et quand ils sont à l'étranger, ça peut avoir des choses complètement différentes. Alors, l'Arabie Saoudite va donc fournir les plus gros contingents de combattants étrangers en Afghanistan. Ça, c'est la première chose. Ça va aussi être le plus gros contingent de combattants étrangers à Daesh et Daesh, jusqu'à ce que les Tunisiens les dépassent. Mais n'oubliez pas qu'on est quand même un gros fournisseur de combattants islamistes à l'étranger. Accessoirement, il y avait quand même 15 des 19 terroristes du 11 septembre qui étaient saoudiens. Et je reviens sur la fabrication de l'Enbil. Vous connaissez le discours de George Bush en janvier 2002. Les axes du mal sont l'Irak, non, la Syrie, non, la Corée du Nord et l'Iran. Donc vous avez un extraordinaire discours qui est une espèce de mensonge fantastique. Et ça c'est important parce que ça va se répéter avec Trump. Et vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient l'axe du mal pour les attentats du 11 septembre. C'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire le saut intellectuel fait avec ce discours aurait dû laisser la planète complètement en pantois. Mais bon, c'est le discours du pays dominant. Et donc l'Arabie Saoudite passe à travers les gouttes. Autre petite remarque, l'Arabie Saoudite ne se bat pas contre Daesh. Non, l'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen. Il n'y a pas grand-chose à voir. Et d'ailleurs, au Yémen, ça pose un problème très important, c'est qu'en fait, vous avez au Yémen évidemment les Houthis, vous connaissez l'histoire du Yémen, vous avez évidemment les sunnites, affiliés de l'Arabie Saoudite, mais vous avez également Al-Qaïda dans la péninsule arabique, que la CIA considère comme une des branches les plus dangereuses de l'Arabie Saoudite, de l'Al-Qaïda. Et en fait, vous avez une guerre à trois, donc c'est quand même original. D'habitude, on a une guerre plutôt entre deux coalitions qui sont en face, mais là, on sait que l'Arabie Saoudite bombarde pour l'essentiel les Houthis. Khashoggi n'est pas le premier opposant enlevé, il en est le 6e. Il y en a même un qui est monté dans un avion, il partait de je sais plus où du Maroc, il pensait arriver à Dubaï, et puis son avion s'est posé à Riyad. Bon, ça arrive des fois, des problèmes techniques, celui-là a disparu, c'est pas ce qu'il est devenu. Il y en a un autre qui a été livré par les Marocains, je crois, aux Saoudiens. Donc vous voyez, c'est pas le premier Khashoggi. Celui-là, malheureusement, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Et donc, on reviendra sur cette affaire, mais ça vous prouve que, si vous voulez, ce régime peut agir en toute impunité et en toute discrétion. Enfin, personne ne se donne la peine de... Alors, sur les condamnations exemplaires, je crois que je vous en ai parlé. Raif Badawi, c'est 1000 coups de fouet, 10 ans de prison. Quand j'avais fait un article dans Le Monde pour dire que l'Arabie Saoudite était à l'origine du salafisme, alors j'ai reçu un mail de l'ambassadeur de France à Riyad, qui est un ami que je connaissais, qui me dit quand même: Pierre, tu exagères, ce pays se réforme, puis tu sais, la diplomatie discrète est plus efficace que la diplomatie publique. Je lui dis: écoute, tu fais un métier merveilleux pour arriver à raconter des conneries pareilles, mais cela dit, si tu veux obtenir quelque chose des Saoudiens, t'as qu'à leur dire qu'ils abandonnent les 10 ans de prison, parce qu'au bout des 1000 coups de fouet, il sera mort. Donc c'est pas la peine qu'il finisse son temps en prison. Il ne m'a pas répondu. Mais vous vous rendez compte qu'un ambassadeur de France sur place ose écrire un truc pareil pour un type qui a été condamné pour insulte à l'islam à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Vous vous rendez compte de la manière dont les barrières de censure chez les gens intelligents peuvent parfois tomber. Bon, la dernière découverte, c'est les féministes arrêtés et torturés. Ce que j'adore, moi, c'est quand vous aviez donc Mohamed Ben Salman qui annonçait que les femmes allaient pouvoir conduire. Et puis ensuite, elles allaient pouvoir assister au match de foot, la deuxième partie étant plus importante que la première à mon avis, mais tout de suite, vous avez eu une espèce de salutation médiatique internationale sur le thème: ce type est un réformateur. Enfin, je veux dire, si Kim Jong-un demain il ouvre un McDonald's à Pyongyang, est-ce qu'on va dire tout de suite la démocratie progresse? C'est extraordinaire. Les femmes sont traitées, mais comme rien du tout en Arabie Saoudite, sauf si elles sont dans des grandes familles, ça c'est autre chose. Mais les femmes sont rien moins que rien en Arabie Saoudite. Et tout à coup, sous prétexte qu'on va les autoriser à conduire, on est en train de réformer la société. Accessoirement, il y avait un petit problème, c'est comment voulez-vous avoir donné des permis de conduire à des femmes si vous n'avez pas de moniteur femme, parce que vous n'allez pas faire monter la femme à côté d'un moniteur homme. Ou alors vous faites asseoir le moniteur derrière, ou alors vous avez le frère ou le cousin qui s'assoit à côté. Enfin, je veux dire, on est dans un monde totalement surréaliste. Et très rapidement, vous avez vu que le coup près est tombé, puisque quand des femmes ont demandé plus de droits, elles ont été arrêtées et elles ont été torturées. Vous avez vu les articles du Monde de la semaine dernière. Et puis pour couronner le tout, donc, mécanisme onusien, l'Arabie Saoudite a été nommée à la tête d'un groupe consultatif sur les droits de l'homme.
Évidemment, ce n'est pas le droit de la femme, donc on peut leur demander leur avis sur un sujet comme celui-là. Et donc, c'est ce groupe qui a condamné la France pour les lois sur le signe extérieur de religiosité dans l'espace public. Donc, vous savez, quand vous avez cette série-là, c'est-à-dire vous dites... bon. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé mon bouquin, c'est que je me suis dit, bon, je vais trouver de la documentation en français, en anglais, etc. Or, je n'ai rien trouvé du tout. Bon. Et en fait, je me suis rendu compte d'abord que le lobby marchait très bien, puisque finalement, il n'y avait pas d'article, il n'y avait pas de truc véritablement significatif à mon sens. D'autre part, je découvrais que les académiques, les universitaires, si vous voulez, qui veulent continuer à travailler sur l'Arabie Saoudite, doivent faire très attention à ce qu'ils écrivent. Parce que si effectivement ils écrivent des choses qui sont très défavorables au régime, ils ne peuvent plus accéder à l'Arabie Saoudite. Bon. Mon bouquin a été traduit en arabe à Beyrouth, et l'éditeur me disait que le premier jour, l'ambassade d'Arabie Saoudite est venue en acheter 40 exemplaires. Je me suis dit, tiens, ça doit les intéresser. J'aurais préféré qu'ils en achètent 200, mais enfin bon, ils en ont acheté 40, c'est très bien. Et c'est pour vous dire combien ils surveillent, si vous voulez, ce qu'on va dire sur eux. Donc ça a une importance qu'on écrit sur eux. Mais justement, comme ils surveillent ce qu'on dit sur eux, si votre avenir se fait sur l'analyse de l'Arabie Saoudite, ben, il faut faire très attention à ce que vous écrivez. Alors, la stratégie du salafisme dans les pays communautaristes. Bon, là-dessus, si vous voulez, mon sujet étant évidemment la propagation du salafisme, je vous ai expliqué les méthodes saoudiennes, c'est-à-dire pour l'essentiel de l'argent, des méthodes soit de financement de mosquées avec l'imam accompagnant, c'est mosquée plus imam, hein, c'est pas mosquée seule, donc vous avez effectivement un peu partout des financements de mosquées, surtout dans les pays d'Afrique francophone. Il y en a eu aussi en France. Alors la Ligue islamique mondiale est en général donc l'organe FONER de financement des mosquées à l'étranger. Alors la Ligue islamique mondiale a eu une découverte assez amusante en France, c'est qu'ils ne mesuraient pas que la différence entre un Marocain, un Tunisien et un Algérien, et donc ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi les devis de construction des mosquées explosaient. Et ils ont compris, quand ils ont compris que tout le monde devait être servi, c'est-à-dire que les représentants de la communauté algérienne devaient avoir leur part, la communauté marocaine devait avoir leur part, la communauté tunisienne aussi, et donc, si vous voulez, finalement, ils ont déménagé, ils sont mis en Suisse. Mais c'est pour dire que, si vous voulez, la vision qu'avaient les Saoudiens, notamment des musulmans français, si vous voulez, était très loin de la réalité. Ils pensaient qu'effectivement, ils arrivaient avec la capacité à financer des mosquées, et donc ils mettraient de l'ordre là-dedans. Quand on leur a vendu des frégates dans le contrat Sahouari 2, on devait former des marins. Et on devait former des marins qu'on a mis à Toulon, puisque les frégates étaient là-bas. Et donc, il y a des familles qui sont arrivées entières, etc. Et puis, ils ont demandé qu'on leur construise une école. On a dit, ben non, il y a un système public en France, vous mettez vos enfants à l'école, ça tombe bien, ils seront avec votre camarade, etc. Et non, ils ont vu notre école, etc. Alors, on a compris, c'est parce que tout le monde, c'est pas d'arabe. C'est-à-dire que pour eux, les maghrébins, c'est pas des gens avec qui on va à l'école. Voilà. Donc, ils ont voulu leur propre école. Voilà. Donc, vous avez, si vous voulez, l'architecture intellectuelle de ce qu'est un Saoudien. Alors, la stratégie dans les pays communautaristes, c'est essentiellement la Grande-Bretagne et la Belgique. Alors, en Grande-Bretagne, vous avez des trucs qui s'appellent des sharia zones, c'est-à-dire, effectivement, à l'entrée de certains quartiers, où vous avez la somme des interdits qu'est obligé de respecter le visiteur, c'est-à-dire le pas boire, ça se comprend. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a pas de jeu, pas de jeu de hasard, pas de drogue, ce qui est plutôt bien, pas de souliers. Et le dernier, c'est quoi? C'est la danse, je crois. Donc, évidemment, c'est symbolique. Je pensais bien que ce n'est pas un truc dans lequel la police anglaise ne pénètre pas, mais ça fait rien, cette affirmation, si vous voulez, en disant là, vous avez un quartier qui n'est pas soumis aux perversions du système occidental, est une. Ensuite, vous avez la deuxième image, c'est. Essayons de nous refaire un peu. Alors, donc, si vous voulez, revenez juste sur l'image précédente, c'est bon. Ah bah non, elle est sur l'écran, mais elle n'est pas là. C'est bon, là. Voilà. Donc, ça, le Forum musulman canadien, si vous voulez, est extrêmement intéressant aussi, puisque c'est un pays communautariste. Et effectivement, on ne va pas accepter d'être les esclaves et les négros des Québécois. C'est sympa à la fois pour les Africains qui vivent au Québec et les esclaves, parce que le Canada n'a jamais été un pays esclavagiste. Mais enfin, ça ne fait rien, vous voyez, l'affirmation c'est on a droit. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu comme affaire cocasse au Canada? Je ne sais même plus ce qu'il y a eu comme.
Il y a eu des trucs assez rigolos comme ça sur la revendication communautariste. Enfin, c'est pas grave, on y reviendra. Dans les pays laïcs, le système c'est l'islamophobie. C'est-à-dire on utilise le terme d'islamophobie à tous les sens du terme, enfin à toutes les occasions. Alors ça c'est un truc classique de diaspora, ou en tout cas d'influence, c'est-à-dire on utilise le terme de phobie ou de anti, etc., pour dire que tout acte ne peut être que conditionné par une attitude raciste, sectaire, anti-religieuse, etc. Donc le représentant de ce genre de choses en France, c'est le Conseil français, le Conseil contre l'islamisme. C'est le site. Conseil français contre l'islamophobie, quelque chose comme ça, je ne sais plus le terme exact en tête. Cet organisme est un organisme qui donc va dénoncer les actes islamophobes en France. En 2014, je faisais un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Donc, j'expliquais un peu les lâchetés de la classe politique française. Et donc, voilà, CIF, le Conseil consultatif, Conseil contre l'islamophobie en France. Et je les appelle, je tombe sur la porte-parole, et je lui dis voilà, je voudrais vous rencontrer parce que je travaille sur la radicalisation, etc., etc. Et donc, je voulais savoir comment on peut lutter contre. Elle me dit non, la radicalisation, ça ne nous concerne pas. Alors, je dis quand même, quand vous avez une affaire comme Mohamed Merah ou les frères Nemouche, enfin, vous avez évidemment une campagne de presse, donc vous devez avoir une position sur ce genre de sujet. Elle me dit non, ça ne nous concerne pas, nous ne sommes concernés que par les actes islamophobes. Et alors, je lui dis, mais c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Et alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu un silence quand j'ai dit ça. Et alors, je lui ai dit, mais quand vous avez un juif radical et un musulman intégriste qui se tape sur la gueule, est-ce que c'est de l'antisémitisme ou est-ce que c'est de l'islamophobie? Comment est-ce qu'on fait? C'est le premier qui déclare qui a gagné, et puis je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Donc, c'est un collectif, si vous voulez, qui n'a aucune légitimité, ce qu'on appelle, ce que Keppel appelle les entrepreneurs politiques, c'est-à-dire de dire, nous sommes les porte-parole des musulmans maltraités en France. Je fais remarquer quand même, puisque c'était une partie du rapport que je faisais à l'époque, c'est que la véritable évolution sociologique de la société française, c'est l'intégration des Français musulmans. On a tous autour de nous un banquier, un écrivain, un acteur de cinéma, un réalisateur, etc. Tous des gens qui ont trouvé leur place dans cette société. Je travaillais avec une jeune chercheuse qui portait un nom maghrébin, disons. Alors je lui dis, d'où vient votre famille? Elle me dit, je suis né à Pantin. Et elle me dit, pourquoi vous me posez la question? Si vous me posez la question, c'est parce que vous voulez, vous pensez que mon lien de filiation avec la France n'est pas assez ténu. Si j'avais un nom juif et que vous me posiez la question, vous pensez bien que j'aurais pensé que vous étiez antisémite. Et d'un seul coup, évidemment, elle m'a donné un choc électrique, parce qu'encore une fois, on s'est trouvé dans cette situation où quand il y a eu les attentats en France, tout à coup, on a dit aux Français musulmans, bon alors, est-ce que vous dénoncez ou pas? Et les types disaient, mais attendez, j'ai jamais sorti ma carte de musulman, tout à coup, vous voulez que je sorte une carte de musulman pour dire je suis contre? Non, je suis citoyen français. Et le véritable processus sociologique, c'est celui-là, c'est l'intégration. Et donc, comme les médias ne peuvent pas s'occuper de ce qui marche, il faut évidemment qu'on se consacre surtout aux salafistes. Et donc, on a une image déformée, si vous voulez, du processus d'intégration, puisque, évidemment, c'est toujours plus intéressant de parler de la progression du salafisme dans le 9-3, même si c'est un fait. Mais ça ne relativise pas, si vous voulez, l'importance des sujets. Donc, j'en termine là-dessus, si vous voulez. Le prédécesseur, l'ancien président du Conseil français du culte musulman n'est plus le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est un ingénieur chez FCFR. Donc vous voyez, c'est qu'on est dans un processus sociologique où des gens vont exister, non pas par leur légitimité religieuse, mais parce qu'ils veulent pratiquer tranquillement leur culte, etc. Et donc on est dans un espèce de changement de nature. Et évidemment, il ne faut pas voir l'essentiel de ce processus à travers le salafisme. C'est pour ça que le discours de Valls en janvier 2017 est extrêmement important parce qu'il montre qu'effectivement, on a identifié la cause, on arrête d'utiliser des termes stupides comme les musulmans intégristes, etc. etc. Alors, ça, j'ai découvert ça sur un site américain qui est absolument prodigieux. C'est un site d'opposants saoudiens qui a fait la collecte de 70 ans de couverture du New York Times, où à chaque fois qu'il y a eu un changement de tête à l'Arabie Saoudite, le New York Times expliquait que celui-là c'était le réformateur. Donc ça fait 70 ans que l'Arabie Saoudite ne cesse de se réformer. C'est comme le moonwalk, vous savez, de Michael Jackson, c'est-à-dire on donnait l'impression d'avancer alors qu'en fait il reculait. Et en fait, vous vous rendez compte qu'avec Mohamed Ben Salman, ça a été pareil, on l'a présenté comme le réformateur, et puis dès qu'il y a eu l'affaire Khashoggi, tout à coup la véritable nature de ce régime s'est révélée. Bon.
Donc, je reviens sur l'histoire du lobby, parce que ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que vous avez effectivement des gens qui n'ont aucune distance critique vis-à-vis de cette chose-là. Et ce n'est pas des musulmans qui défendent l'Arabie Saoudite, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des gens qui se disent, bon ouais, il y a une part d'exotisme. On est en train de faire un documentaire sur l'Arabie Saoudite. Et tous les documentaires que je regardais, si vous voulez, jusque-là, c'était le type qui allait chercher en Arabie Saoudite, le rappeur saoudien et la femme qui conduit. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas faire un film sur la religion en Arabie Saoudite, c'est terriblement rasoir. Donc, on va chercher le petit truc, si vous voulez, pour donner un angle de vue qu'on n'a pas. Mais une fois que vous parlez du rappeur saoudien et que vous parlez de la femme qui conduit, vous n'avez pas parlé d'Arabie Saoudite. Vous avez parlé des dissidents saoudiens. Donc, ne pas faire d'interview du grand moufti, celui qui a déclaré que la Terre était plate. Bon, il n'a pas dit ça, moi, je suis désolé. Il a dit qu'il était plate, et puis après, quand on lui a fait remarquer que c'était pas tout à fait vrai, il a dit non, mais il était devenu aveugle, il a dit non, mais quand j'y voyais, elle me paraissait plate. Donc vous voyez, on est face à ce genre de choses, et on est dans une espèce de monde de l'arriération fantastique, un monde de l'hypocrisie qui est quand même très, très puissant. Et donc, ce pays pose un problème qui s'est révélé évidemment à propos de Khashoggi, qui avait le double tort d'avoir appartenu au système, parce que Khashoggi c'était un intermédiaire sur les marchés d'armement dans les années 70, donc une immense fortune. Il avait fréquenté d'assez près le régime. Et donc, à partir du moment où il passe à l'étranger et qu'il commence à devenir un opposant qui écrit sur le régime, il ne mérite rien de plus que d'être enlevé. Le seul problème qu'avaient mal mesuré les autorités saoudiennes, c'est qu'il était correspondant d'un média américain. Et ça, évidemment, c'était la faute majeure, puisque les médias américains, eux, n'avaient pas de raison de ne pas défendre, si vous voulez, la corporation. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner sur l'Arabie Saoudite, mais je crois que c'est le pas d'autres slides, non? Ouais, c'est ça. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'Arabie Saoudite, n'hésitez pas. Il faut une lettre d'invitation pour avoir le visa en Arabie Saoudite. Je vous le dis si vous avez l'intention d'y aller. La parole circule. S'il y a des questions. Bonsoir monsieur Benoni. Je peux me lever ou Présente-toi aussi. Bon. Donc, François-Xavier Bouillon, je suis ingénieur aéronautique, donc je m'intéresse principalement à tout ce qui est contrat d'armement. Je travaille pour un grand groupe aéronautique, donc je suis très présent au Moyen-Orient. Pour revenir sur l'Arabie Saoudite, tout d'abord je voulais faire une observation sur l'affaire Khashoggi avant de poser la question. Enfin, c'est une observation qui fait office aussi de question, dans la mesure où il y a de cela 1 ou 2 semaines, il y a un responsable britannique du GHCQ, l'équivalent de la NSA, la NSA américaine en Grande-Bretagne, qui évoquait le fait que 3 semaines avant l'assassinat de M. Khashoggi, ils auraient intercepté des communications du régime saoudien qui faisaient état de la planification de cet assassinat, et ils auraient dissuadé, ils pensaient avoir dissuadé le régime saoudien de la réalisation de ce projet. Bon, il n'en est rien vu que M. Khashoggi a été assassiné. Je passe sur les observations par rapport à cela. Mais pour revenir à la question, elle est toute simple. Vous savez, le Moyen-Orient aujourd'hui est un peu en ébullition, notamment il y a plusieurs points de fixation. Hormis la Syrie, il y a le cas du Yémen. Et on constate qu'il y a une convergence de vues, notamment entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ce qui est un peu étrange, bien qu'il y a convergence de vues dans la mesure où les deux participent au conflit et ils ont un ennemi commun, l'Iran. Donc la question est toute simple parce que la France joue un jeu un peu extraordinaire. Parce que d'un côté, le président Macron, on l'a vu tout récemment, qui évoquait la question du Yémen en faisant savoir au prince saoudien à Buenos Aires qu'il était un peu inquiet et qu'il n'écoutait pas. Et pourtant, on sait qu'il y a de cela 1 ou 2 mois, la France a dépêché des forces spéciales dans le cadre du déminage au niveau d'Ouéda. Donc ma question est toute simple, savoir en fait la France, je vais les rajouter, l'Allemagne par exemple qui a annoncé pas une rupture, mais elle a cessé d'une certaine manière de livrer les armes à l'Arabie Saoudite. En revanche, la France n'a pas rejoint l'Allemagne sur sa position. Donc, ma question est toute simple. Quelle est la position de la France en ce qui concerne l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce que la France pense à l'Arabie Saoudite? Est-ce que la France est saoudienne? Est-ce que la France a une position plus ou moins mesurée? Je vous remercie de votre question. Moi aussi, j'ai fait de l'exportation d'armement, notamment en Arabie Saoudite. Et donc, 2 choses. D'abord, pendant longtemps, les Saoudiens nous ont acheté des équipements de défense qui étaient des anxiolytiques, ce n'étaient pas des armements. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, c'est la garantie de sécurité. Ils ne les utilisaient pas, ils ne faisaient pas la guerre. Bon. Pour la première fois, ils ont fait de la guerre quand il y a eu la guerre du Golfe. Ils ont envoyé essentiellement des forces aériennes. Et puis, surtout, maintenant, c'est la guerre au Yémen. Bon. Donc,
jusqu'à maintenant, on était tranquille parce que finalement, c'était des armes, si vous voulez, qui ne servaient pas. Le problème, c'est quand effectivement vos acheteurs commencent à utiliser leurs armes, surtout comme les utilisent les Saoudiens. Et ça, c'est un point qui effectivement mérite examen. Deuxième remarque, vous avez parlé des Émirats arabes unis. Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, au Yémen, c'est les deux qui interviennent, l'Arabie saoudite et les Émirats. Les Émirats mettent des hommes au sol, tandis que les Saoudiens n'ont aucune troupe au sol. C'est-à-dire que c'est une campagne de bombardement, comme si on avait fait l'Allemagne, si vous voulez, avant le débarquement. Donc, c'est une espèce de systématiquement comment dire, on rase pratiquement systématiquement tout ce qui peut exister au Yémen, qui est déjà un pays assez pauvre. Ce sont les Américains qui fournissent les coordonnées de ciblage, qui fournissaient leur ravitaillement en vol et qui fournissent les coordonnées de ciblage. Et comme les Saoudiens sont mauvais pilotes, ou peut-être par méchanceté, si vous voulez, ils tapent souvent à côté. Rappelez-vous qu'il y a eu quand même le cas d'un bombardement d'un car scolaire dans lequel il y a eu plus de 60 enfants qui ont été blessés, et que c'est pas ça qui a décidé la communauté internationale à intervenir. Donc, vous voyez que dans la catégorie des faux culs, on n'est pas les seuls. Hein. Bon. Dernière chose, les Saoudiens et les Émiriens ont un ennemi commun, c'est pas l'Iran, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans, rappelez-vous, c'est ce mouvement qui naît au début du XXe siècle en Égypte, avec l'idée que, si vous voulez, pour lutter contre la colonisation et la modernisation, si vous voulez, qu'apporte la colonisation, il faut revenir à des valeurs fondamentales de l'islam. Et donc les frères musulmans sont une confrérie qui va se répandre assez énormément dans tout l'ensemble du monde arabo-musulman, qui va contester l'autorité de Nasser, et Nasser va justement faire arrêter un des penseurs des frères musulmans, qui s'appelle Saïd Qutb, et il va être exécuté. Saïd Qutb, il avait une différence quand même par rapport à Hassan el-Banna, qui était le fondateur, c'est que lui, il prêchait la révolution violente contre les régimes qu'il appelait impies, c'est-à-dire les régimes qui n'appliquaient pas la charia. Donc Nasser ne l'avait pas accepté, ce qui fait que l'homme a été arrêté et condamné. Bon. Donc, ces frères musulmans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir du moment où Nasser les a persécutés dans les années 60-70, ils se sont réfugiés en Arabie Saoudite et dans les États du Golfe. Leur arrivée était d'autant mieux venue que justement l'Arabie Saoudite n'avait aucun cadre. Ils n'avaient pas d'université, le système scolaire commençait à naître, et donc tout à coup sont arrivés des cadres formés, qui en plus de gens qui se revendiquaient d'une application du Coran, etc., etc., et donc ils ont membré toute l'administration saoudienne. Et pareil dans les Émirats. Le divorce est arrivé en 91. En 91, c'est la guerre du Koweït. Vous vous souvenez, Saddam Hussein envahit le Koweït, et donc vous avez constitution d'une coalition internationale sous mandat onusien pour libérer le Koweït. Mais on est peu de temps après la fin de la guerre en Afghanistan. Ben Laden est encore en Afghanistan, il arrive en Arabie Saoudite en disant « Mais attendez, moi j'ai des combattants qui peuvent se battre pour empêcher l'arrivée de Saddam Hussein », parce qu'on craignait beaucoup qu'après le Koweït, si vous voulez, Saddam Hussein descende sur l'Arabie Saoudite. Donc Ben Laden propose ses services et dit « Mais non, non, moi j'ai des combattants aguerris, etc. Donc je peux fournir les armes, on n'est pas obligé d'appeler les mécréants ». Et effectivement, les Américains y mettent les moyens, puisque je crois qu'en peu de temps, ils font débarquer quelque chose comme 150 000 personnes qui se sont installées, si vous voulez, dans le contexte de la société saoudienne, avec des femmes en uniforme qui conduisaient, etc. Il y avait des accrochages avec la police religieuse, en général, c'est la police religieuse qui s'en est mal sortie quand ils ont voulu arrêter les femmes qui conduisaient. Donc, si vous voulez, tout ça a provoqué un choc important dans la société saoudienne. Et les frères musulmans, à ce moment-là, ont condamné l'appel en Arabie Saoudite de forces impies. Et le fracture se passe là. À ce moment-là, si vous voulez, il y a des vagues d'expulsion, si vous voulez, de gens qui sont des frères musulmans expulsés d'Arabie Saoudite et des Émirats. Donc ils ont aussi cet ennemi commun, c'est qu'aujourd'hui les frères musulmans sont considérés comme beaucoup plus dangereux que les salafistes pour ces régimes-là. Pourquoi? Parce que les frères musulmans ont gagné toutes les élections quand il y a eu, vous savez, les printemps arabes. Les printemps arabes sont sortis des élections dans lesquelles, pour l'essentiel, en Tunisie, en Égypte, etc., vous avez eu les frères musulmans qui ont été portés au pouvoir. Donc ça a un double inconvénient, d'abord de ne pas avoir été solidaire de la monarchie saoudienne, et d'autre part d'être une forme de république, comment dire, je ne dirais pas de démocratie chrétienne, mais de démocratie musulmane, si vous voulez, si on doit comparer. C'est-à-dire, on peut imaginer un système dans lequel, effectivement, des gens portant les valeurs de l'islam puissent fonctionner dans un système démocratique. Et ça, c'était doublement contestataire pour des régimes autoritaires comme le sont l'Arabie Saoudite, et les Émirats et autres. Alors en plus, histoire de mettre un peu plus la pagaille, le Qatar finance pour l'essentiel les frères musulmans. Donc ils s'accusent mutuellement de financer des terroristes. C'est quand même extraordinaire, c'est un monde fascinant. Donc, pour répondre à votre question, l'Arabie Saoudite est notre premier client d'armement en moyenne lycée sur les 25 ou 30 dernières années, c'est-à-dire que, vous
savez, les contrats d'armement, c'est de temps en temps de très gros contrats, ensuite beaucoup de contrats de suivi, de formation, de maintien, de maintenance, etc. Donc si vous faites une moyenne lycée, l'Arabie Saoudite est notre plus gros client sur 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Inde, mais enfin, ça fait rien, c'est quand même un très bon client. C'est un marché spécialisé, c'est-à-dire que l'aéronautique est pour l'essentiel anglo-saxonne, voilà. Pas les hélicoptères, mais l'aéronautique. Donc, c'est pas la peine d'accuser Dassault d'être le défenseur de l'Arabie Saoudite, parce qu'il n'a jamais réussi à vendre un avion. Bon, on peut accuser Airbus, on peut accuser d'autres, mais c'est vrai que Dassault, pour une fois, il faut le laisser tranquille. On a vendu pour l'essentiel du naval, contrat Sawari 1 et Sawari 2, on a vendu des chars, on a vendu beaucoup d'hélicoptères, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est un gros marché, mais encore une fois, qui posait pas de problème parce que c'était pas un pays guerrier. Avec le Yémen, évidemment, vous remarquerez que c'est pas à l'occasion de massacre de Yéménites que la communauté s'est soulevée, mais c'est à l'occasion du démembrement de Khashoggi, puisque on a eu un scénario formidable. Erdogan, le Turc, a été fantastique. Ça a été une partie de poker menteur. Parce que, au fur et à mesure, il a dit « je sais ça ». Au début, les Saoudiens ont dit « non, non, il est reparti ». D'ailleurs, regardez, il y a des images d'un type qui lui ressemble et qui s'en va. Et Erdogan commence à dire « non, non, c'est pas lui ». « Ah, c'est pas lui ? Non, mais si, c'est lui. Mais non, c'est pas lui. » Alors on dit « ah bon, ben alors je sais pas, il a dû partir par ailleurs ». Il dit « oui, non, mais il n'est pas ressorti du tout ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, Erdogan donnait des petits morceaux d'informations qui a obligé l'Arabie Saoudite à arriver jusqu'au point extrême où ils ont été obligés de reconnaître qu'effectivement, non seulement il avait été assassiné, qu'il avait été démembré, que les 19 mecs qui étaient arrivés juste peu de temps avant avaient fait évacuer tout le personnel de l'ambassade, qu'ils s'étaient occupés de Khashoggi en le tuant, le torturant, en lui coupant les doigts, en le démembrant, en dissolvant son corps dans de l'acide. Et le tout, si vous voulez, si les Turcs n'avaient pas joué comme ça, si vous voulez, ce serait passé inaperçu. Bon, évidemment, ça vous prouve simplement que l'ambassade saoudienne était l'objet d'une surveillance extrêmement efficace des services de renseignement, puisque finalement, ils ont fourni tout ce qu'il fallait pour dire, si vous ne reconnaissez pas, on livre. Bon, donc, les Saoudiens ont intérêt à s'adresser à des sociétés spécialisées pour, refaire un espèce de passage critique sur les systèmes d'observation qu'ils ont dans leurs propres ambassades, sur les systèmes d'interception qu'ils ont dans leurs propres ambassades. Donc, si vous voulez, cet épisode-là a montré, ce qui moi ne m'étonnait pas, que le Mohamed Ben Salman n'est pas le gentil réformateur qui donne le volant aux femmes, mais que c'est un type qui est un pur produit du système, et que dès qu'il a les moyens, c'est quand même lui qui a déclenché la guerre au Yémen, c'est lui qui a effectivement... la guerre au Yémen est une véritable catastrophe, hein. On doit être entre 10 et 20 000 morts. On est dans une épidémie de choléra qui pour le moment a atteint à peu près 1 million de personnes. On estime qu'il y a 20 millions de personnes sur 25 qui souffrent de la famine. Et donc cette guerre au Yémen aurait dû déjà soulever une espèce d'émoi international, ce qui n'a pas été le cas. Et attendez, parmi ses performances, ah oui, il a l'embargo contre le Qatar, justement à cause des frères musulmans. Donc en juin de l'année dernière, tout à coup, l'Arabie Saoudite et les Émirats déclenchent un embargo total contre le Qatar. Le Qatar, pourquoi ? Parce que le Qatar, non seulement finance les frères musulmans, mais en plus le Qatar partage avec l'Iran une des plus grandes nappes de pétrole sous la mer, qui en a fait le pays, aujourd'hui le Qatar est le pays qui a le plus haut revenu par tête d'habitants de la planète. Bon. Donc c'est un pays qui est devenu soudain richissime, mais c'est un pays qui effectivement a beaucoup distribué d'argent, y compris en France. Et donc, l'Arabie Saoudite ne supportait pas que le Qatar, qui est une espèce de chiure de mouche, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez la carte, reprenez sur la carte au début, vous voyez où est le Qatar. Le Qatar est une presqu'île donc, qui est greffée sur la péninsule arabique, et donc le Qatar, c'est cette petite excroissance-là. Hein. Et donc, ce pays finançait les frères musulmans et a de bonnes relations avec l'Iran, puisqu'évidemment, ils partagent l'exploitation de ce qui fait leur richesse, c'est-à-dire cette nappe de gaz. Bon. Ce qui n'est pas toléré par l'Arabie Saoudite, donc l'Arabie Saoudite a décidé, avec les Émirats, qui a aussi un contentieux avec l'Iran, de mettre sous embargo le Qatar. Moi, j'ai été sollicité par des entreprises françaises et européennes parce qu'elles craignaient que dans un problème d'embargo, elles soient prises en otage, c'est-à-dire qu'on leur dise... c'est avec eux ou avec nous, le cas classique. Bon, comme ils ont souvent des activités des deux côtés avec tous ces pays, on a été pendant longtemps le seul fournisseur d'équipement de défense du Qatar, par exemple. Bon.
Donc ils craignaient beaucoup ça, et donc je suis allé faire une mission pour essayer de comprendre comment fonctionnait le blocage. Et le blocage, c'est très étonnant parce que le blocus a été décidé sans analyse préalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, les pays qui ont décidé le blocus ont été plus pénalisés que le Qatar. Un exemple, le Qatar achetait des produits frais en Arabie Saoudite, hein, et puis ses chameaux allaient paître dans le territoire saoudien, traque d'un seul coup, plus de fourniture de produits frais. Si vous dites ça aux Hollandais, aux Français, aux Anglais, je veux dire, ils se précipitent immédiatement, de quoi avez-vous besoin, etc. Or, l'embargo ne couvrait pas Air France, British Airways, ça ne couvrait que Qatar Airways. Donc, immédiatement, des gens sont précipités pour dire, attendez, il vous faut quelque chose, pas de problème, on vous livre, et en plus, c'est moins cher. Beaucoup plus grave, comme le Qatar vivait sur ses ressources, si vous voulez, ils avaient construit un immense port, ils ont construit des entrepôts, etc. Mais pour l'essentiel, les produits de l'étranger faisaient étape à Dubaï, et Dubaï réexportait vers Doha. Et en fait, comme le blocus a été décidé, Dubaï a perdu 600 millions de dollars de flux, parce que tout à coup, ils n'avaient plus le droit de réexporter. Donc paradoxalement, c'est les pays qui ont décidé l'embargo qui sont les plus pénalisés. Et donc, on est dans cette situation où, si vous voulez, vous avez un prince héritier, où vous avez du côté des Émirats, c'était Mohamed Ben Zayed, et du côté saoudien, c'est Mohamed Ben Salman. Et donc, c'est des chefs, si vous voulez, c'est des enfants de dictateurs. Or, un enfant de dictateur, c'est pire qu'un dictateur, parce que celui-là, il n'a jamais eu, si vous voulez, un scoltiner avec le pouvoir, c'est comme Kim Jong-un, et donc il peut décider n'importe quoi, n'importe quand, et s'il y a un type autour de lui qui lui demande, qui lui dit qu'il n'est pas d'accord, celui-là, il disparaît du paysage. Donc, c'est des décisions qui peuvent paraître aberrantes, mais qui, effectivement, au bout du compte, ne marchent pas, parce qu'il n'y a pas de commerce intra-golfien, puisque vous avez partout le système du sponsoring, vous savez, c'est-à-dire si vous voulez faire des travaux, travailler dans un pays, il faut que vous preniez un local qui doit être propriétaire de 51% du capital et avec lequel vous serez sous son autorité. Mais c'est vous qui mettez le pognon, c'est pas lui qui met les 51%. Donc si vous voulez, vous n'allez pas demander à un Qatari de travailler sous l'autorité d'un Émirien, vous n'allez pas demander à un Émirien de travailler sous l'autorité d'un Saoudien. Donc il y a peu de commerce intra-golfien, ce qui fait que les moyens de pression directs n'existaient pas, puisqu'ils ne peuvent pas accepter les quelques exemples que je vous ai donnés, ils ne pouvaient pas asphyxier le Qatar. Alors moi, mon rapport, je l'ai donné à Védrine, qui l'a transmis à Macron, parce que la logique qu'on disait, c'était, écoutez, vous faites vos histoires, mais vous ne touchez pas aux entreprises françaises. Voilà, en gros, je sais que vous y pensez, mais ce n'est pas la peine d'essayer. Et effectivement, c'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé le moyen de pression sur les entreprises étrangères. Ils ont pénalisé HSBC une fois, ils ont fait pression sur eux, mais enfin bon, il n'y a pas eu d'autres épisodes, si vous voulez. Donc vous voyez, on est sur des situations où c'est pas la politique des droits de l'homme qui guide les Occidentaux dans la péninsule arabique. Hein. Si vous avez un doute là-dessus. D'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, je suis étudiant en intelligence économique et je suis intéressé par la stratégie du fonds souverain de l'Arabie Saoudite. Alors, je comprends tout à fait la stratégie de tout ce qui est investissement dans les sociétés d'agences, de relations publiques. En revanche, par exemple, j'ai regardé les données tout à l'heure, l'Arabie Saoudite possède quand même 15% de Accor Invest, qui était jusqu'alors une société d'Accor-Hotel. Là, premier abord, je vois pas l'intérêt en fait de l'Arabie Saoudite d'avoir un tel investissement. Quelle est la stratégie derrière en fait? Qu'est-ce qu'ils essayent de manipuler? Non, je crois que c'est pas propre à l'Arabie Saoudite. Si vous voulez, le problème des pays pétroliers comme ça, comme le Koweït, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, comme le Qatar, c'est qu'ils ont trop de pognon. Et avoir trop de pognon, la question c'est qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de pétrole? Et donc ils ont tous des fonds souverains qui ont vocation à diversifier, si vous voulez, les actifs, de façon à pouvoir un jour ou l'autre, si vous voulez, s'il y a une crise pétrolière, avoir une espèce de matelas d'amortissement. Le pays le plus ancien dans cette logique-là, c'est le Koweït. Et le Koweït, il y a encore une vingtaine d'années, gagnait plus d'argent avec ses investissements qu'avec son pétrole, puisque lui, c'est le pays qui a été exploité le plus tôt. Et donc on est dans cette logique de diversification, si vous voulez, qui a été assez, en tout cas, intéressante pour certains pays. Alors, comme ils ont tous en tête cette question de la diversification et de l'affaire pétrole, les cabinets anglo-saxons sont très forts. Je crois que c'est le BCG, il me semble, qui a vendu à tous les États du Golfe, je crois que c'est le BCG, le même plan, c'est-à-dire vision 2025 ou vision 2030. En gros, c'est de dire, attendez, si vous vous y prenez maintenant, vous aurez bientôt des pôles technologiques, de nanotechnologie, de biotechnologie, de technologie de l'information, etc. C'est le même plan. Si vous les lisez, ils se ressemblent, c'est juste qu'ils ont changé la date, donc peut-être que l'histoire va payer un peu plus cher si c'est du 2025 que du 2030, mais enfin en gros c'est pareil. Vous regarderez à l'occasion sur l'internet d'ailleurs, l'Arabie Saoudite entend créer
tout à fait au nord, là, près de la frontière israélienne, une espèce de zone franche. Et ils ont fait un film extraordinaire où on a l'impression que tout à coup c'est le club méditerranéen, c'est-à-dire les femmes pourront aller se baigner, les mecs pourront travailler librement, il n'y aura pas de taxes, il y aura pas, on ne les embêtera pas, etc. etc. Donc, le fonds souverain a essayé d'attirer des hommes d'affaires. Ils ont tous un business forum assez régulièrement. Donc celui qui devait se passer à Riyad s'est mal passé, puisqu'effectivement, après l'affaire Khashoggi, un certain nombre de boîtes de relations publiques américaines ont préféré pas se pointer, c'était mieux. Vous avez eu quelques PDG qui ont laissé la place à leur successeur ou à numéro 2 ou numéro 3 pour dire on vient mais on vient pas. Et donc, si vous voulez, le problème de l'Arabie Saoudite, c'est que c'est le pays qui est le moins équipé, le moins membré pour pouvoir attirer les entreprises étrangères. Quand ils ont voulu privatiser, par exemple, une des grandes politiques de Mohamed Ben Salman était la privatisation d'Aramco. Alors Aramco, ça faisait rêver tous les banquiers et toutes les salles de marché de la planète entière. Simplement, Aramco n'a pas de comptabilité. C'est-à-dire quand le roi a besoin d'argent ou quand le prince a besoin d'argent, il tape dans la caisse. Donc comment voulez-vous privatiser une société qui n'a pas une comptabilité, dans laquelle vous ne savez pas qui assure la gestion, qui est le décideur, comment se répartissent les bénéfices, etc. Donc ils ont retiré la privatisation d'Aramco. Voilà. Donc vous voyez, on est dans cette situation étonnante où parfois on donne des explications rationnelles à quelque chose qui ne l'est pas du tout. On se dit l'Aramco, ça devrait se privatiser comme des petits pains. Non, pas du tout. Voilà. Et donc le fonds souverain, il préfère effectivement mettre des placements à l'étranger parce que ça garantit ce lien de sécurité avec des pays qui seront là pour éventuellement les défendre en cas de besoin. Voilà. Des questions encore dans la salle? Je t'en prie. Je ne veux pas monopoliser. Non, allez. C'était pour revenir du moins sur la question du Yémen, parce que vous savez, au niveau de la Mecque, le coin Yémen a toute une symbolique. D'ailleurs, il se peut que quand on passe par le coin Yémen, tous les péchés sont effacés. Et au-delà de cela, le Yémen aussi, c'est l'un des pays du coin, au Moyen-Orient qui compte les Arabes les plus purs. Ne dites jamais une phrase comme ça aux Saoudiens. Je ne le dirai pas cela, ça ne me permettait pas de dire une chose pareille, mais bon, ce sont des faits qui sont difficilement contestables. Et au-delà de ça, vous savez, l'Iran, on constate que l'Iran est outil à une certaine proximité très forte. D'ailleurs, on les considère comme les proxys de l'Iran. Et par le fait que, je crois pour les Iraniens, il se pense que le deuxième prophète devrait réapparaître au Yémen. Et par ailleurs, les Saoudiens, je crois que c'est le roi Abdallah, ou je ne sais plus lequel, qui disait au Yémen, aux Saoudiens, que le Yémen, la conquête du Yémen, en quelque sorte, leur bonheur viendra du Yémen, et donc ils ont tout intérêt d'une certaine manière, à conquérir le Yémen. Est-ce que ça ne participe pas d'une certaine manière à galvaniser cet engagement fort du prince MBS, enfin Mohamed Ben Salman, dans le cadre de la guerre au Yémen, c'est qu'on peut qualifier carrément de guerre coloniale, quelque sorte. Oui, vous avez raison, le Yémen est quelque chose de très particulier dans la mythologie musulmane, puisque c'était ce qu'on appelait l'Arabie heureuse. Parce que c'est une région de montagne, parce que c'est une région arrosée, et puis c'est le royaume de la reine de Saba, rappelez-vous, c'est-à-dire à l'époque de Salomon, il y avait effectivement ce royaume mythique, si vous voulez, qui était dirigé par une femme. Bon, ça c'était anté-islamique. Le Yémen, effectivement, est resté, à l'époque où quand l'Arabie Saoudite devient progressivement réunifiée, etc., et dotée d'argent, les Yéménites vont fournir les cadres des armées saoudiennes pendant longtemps. Donc il y avait, si vous voulez, des choses comme ça, mais le Yémen est une caractéristique de pays comme il y en a beaucoup sur la planète, c'est-à-dire un pays dont la situation normale est la crise. Je sais que je suis désolé de le dire comme ça, mais un pays comme le Tchad, on voit bien que ça fait 50 ans qu'on ne cesse de résoudre la crise tchadienne. Bon. Le Yémen, c'est pareil. Quand il y a eu l'époque d'opposition Nasser-Ibn Saoud, la guerre s'est transposée au Yémen. Il y a eu cette guerre entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, si vous voulez, il y a une division tribale dans laquelle on n'arrive pas, si vous voulez, à constituer un État yéménite suffisamment équilibré pour qu'on ne soit pas dans une situation d'insurrection armée, toujours en fonction des relations de l'un et de l'autre. Bon. Donc, l'intrusion, l'arrivée, si vous voulez, la décision de déclencher cette guerre au Yémen, d'abord c'est évidemment une répétition, quand ce n'est pas une guerre civile entre Yéménites, c'est une guerre civile instrumentalisée par les autres. Et évidemment, en arrière-fond, il y a la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est-à-dire que la grande terreur depuis 1979 des Saoudiens, c'est le fait que les Iraniens, encore une fois, sont une grande puissance démographique, sont une grande puissance culturelle. Et puis en plus, Khomeini, histoire d'embêter tout le monde, avait demandé qu'il y ait une gestion collective des lieux saints.
qui en général vexent les Saouds et les Al-Chers. Et rappelez-vous que c'était l'époque où quand il y avait des manifestations, quand il y avait les grands pèlerinages, le contingent iranien, si vous voulez, à chaque fois qu'il arrivait dans le pèlerinage, qu'il faisait les différentes étapes, il y a une étape qui s'appelle devant le mont Arafat, qui est dans l'étape de lapidation du diable. Bon. Et quand les Iraniens jetaient des pierres, ils jetaient des pierres contre le petit Satan et le grand Satan. C'est-à-dire, en fait, le petit Satan, c'était Israël, et le grand Satan, c'était les États-Unis. Mais quand vous faites un discours anti-américain en Arabie Saoudite à cette époque-là, si vous voulez, en général, la police religieuse intervenait. Donc, il y a eu plusieurs fois des manifestations iraniennes qui ont été réprimées brutalement. Comme il y a souvent des bousculades, si vous voulez, des bousculades qui parfois provoquent des morts simplement par étouffement, mais là, il y avait eu des vagues, si vous voulez, qui ont tué beaucoup plus d'Iraniens que d'autres nationalités. Donc, si vous voulez, cette terreur de l'Arabie Saoudite à l'égard de l'Iran est une espèce de composante qui prend en plus une dimension arabe-persan. C'est-à-dire qu'évidemment, l'originalité des Persans, si vous voulez, c'est qu'il y a une histoire anté-islamique. C'est-à-dire que les Persans ont une histoire que vous connaissez depuis l'Empire perse, etc., etc. Et un ami diplomate me disait, mais les Iraniens sont superficiellement islamisés. C'est étonnant comme phrase parce que, effectivement, quand on voit comment fonctionnent les Iraniens, on s'aperçoit que les ayatollahs, si vous voulez, ils ont évidemment beaucoup grossi pour la révolution de 79, ils sont bien plantureux, ils sont bien contents, ils tiennent bien la chose, mais qu'il y a une vie politique en Iran. Il y a une vie politique qui n'est pas très contestataire à l'égard des ayatollahs, mais en même temps, l'originalité de l'organisation religieuse chiite par rapport à l'organisation religieuse sunnite, c'est que les chiites donc, considèrent que à niveau de formation théologique égal, donc si vous êtes ayatollah, si vous êtes ayatollah islam, etc., vous avez un droit de discuter avec votre homologue puisque vous avez la même base religieuse. Et donc vous aviez, même pendant la Révolution, des ayatollahs très libéraux et des ayatollahs très répressifs. Et même Khomeini était considéré par les théologiens comme un type qui modernisait la lecture de l'islam, ce que ne font pas les salafistes. Et donc on est dans des situations qui sont assez étonnantes où à l'intérieur de la société iranienne, vous avez des ayatollahs qui aujourd'hui sont favorables à une politique de conciliation, d'autres qui sont défavorables. Vous avez des types comme l'actuel président, là, comment il s'appelle Rouhani, qui effectivement est un plus un libéral. Ça reste toujours des religieux, mais enfin il reste, c'est un plus libéral que Khamenei par exemple. Donc tout ça, si vous voulez, sont des choses qui n'entrent pas dans la logique politique des Saoudiens, et donc la menace iranienne est une espèce de constante de la pensée stratégique saoudienne. Et évidemment, en plus, en arrière-fond, vous avez les Américains qui n'ont jamais pardonné l'épisode de 79. L'épisode de 79, c'est-à-dire, quand il y a la Révolution, vous vous souvenez, c'est la prise de l'ambassade. Et donc, pendant plus d'un an, même plus, je crois, des diplomates américains vont être tenus au secret par des étudiants révolutionnaires qui ont attaqué l'ambassade, etc. Alors, sur l'ambassade, deux choses. Encore une fois, pour que vous ayez une espèce d'analyse critique. Attaquer une ambassade, Convention de Vienne, c'est effectivement quelque chose de parfaitement condamnable, puisque la situation même de la Convention de Vienne, c'est qu'un diplomate est intouchable, il est souverain dans son propre territoire. D'ailleurs, si Khashoggi est enterré dans les jardins du consulat saoudien à Istanbul, les Turcs ne peuvent pas les fouiller. Mais quand ils ont attaqué l'ambassade et qu'ils ont fait prisonnier les types, comme ils n'avaient pas eu le temps de déchiqueter tous les documents secret défense, les Iraniens ont ramassé toutes les poubelles, ils ont ramassé tous les morceaux qui sortaient déchiquetés de la broyeuse, si vous voulez. Ils les ont confiés à des filles qui faisaient du tissage de tapis, qui ont reconstitué les documents. Et les Iraniens ont publié les documents dans lesquels ils montraient toutes les ingérences américaines dans la vie politique iranienne à l'époque du Shah. Alors, maintenant je vous pose la question, quelle est la forme la plus intolérable? C'est d'envahir une ambassade ou c'est de se mêler de la vie politique d'un pays? Vous avez l'opinion que vous voulez. Mais voyez pourquoi, si vous voulez, dans ces événements-là, il y a donc un passif qui est d'autant plus lourd à l'égard des Américains. Ensuite, pour casser un peu la mythologie télévisuelle américaine, les Américains tentent une opération de dégagement pour aller délivrer les diplomates emprisonnés, et ça tourne en autre boudin, c'est-à-dire que les deux hélicoptères qui sont là pour aller chercher les prisonniers se télescopent pendant qu'ils sont en vol, enfin les commandos sont obligés de se disperser, ils ont été obligés d'être ramassés, enfin bref, ça a été une opération complètement ratée. Dernière remarque, mais ça c'est dans mon dernier bouquin que je le raconte, vous avez probablement vu le film qui s'appelle Argo. Vous l'avez vu, non? Avec Ben Affleck, vous n'avez pas été voir ça? Bref, c'est un film formidable, très hollywoodien, c'est-à-dire que
une partie des diplomates américains réussissent à échapper au moment où les étudiants révolutionnaires attaquent l'ambassade et ils vont se réfugier à l'ambassade du Canada. Histoire vraie. Et donc l'ambassadeur canadien va effectivement les protéger. Enfin, alors le film est intéressant parce que c'est raconté comme une espèce d'opération de la CIA pour aller sortir ceux-là qui ne sont pas entre les mains des étudiants révolutionnaires mais qui sont réfugiés à l'ambassade canadienne. Et le héros est Ben Affleck. Et donc il monte toute une opération où il raconte qu'il tourne un documentaire sur la révolution, etc. De tout pour approcher, si vous voulez, Téhéran et pour finalement monter une opération d'évacuation, d'exfiltration de ce type. Donc le film est formidable. Il faut le voir parce que ça a tout bien monté. Enfin, la technicité des scénaristes hollywoodiens n'a plus besoin d'être démontrée. Les protestations sont venues du Canada en disant « Vous exagérez, celui qui a tout fait, c'est l'ambassadeur canadien à Téhéran. Et le personnage que joue Ben Affleck a passé une demi-journée à Téhéran. » Enfin, quand vous êtes à Hollywood, vous n'allez pas faire un film dans lequel Ben Affleck ne passe qu'une demi-journée. Je veux dire, ça ne tient pas debout. Donc, ils ont totalement réécrit l'histoire. Et donc, vous comprenez pourquoi, psychologiquement, l'Iran reste une espèce de, comme Cuba d'ailleurs, une espèce de pays qui a osé résister, qui continue à résister, et donc dans lequel, psychologiquement, les Américains n'arrivent pas à s'installer dans l'idée que ce pays est respectable. On pense qu'on veut du régime, mais quand on a l'Arabie Saoudite dans ses alliés, on est en général moins regardant quand c'est les autres qui se pratiquent ça. Et donc, on a tous, si vous voulez, tous les pays ont une espèce d'ennemi mythologique. Nous, pendant longtemps, c'était l'Allemagne, rappelez-vous. On était des ennemis héréditaires, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on hérite de l'animosité à l'égard de l'Allemagne. Bon. Le génie d'hommes politiques comme De Gaulle et Adenauer, c'était dit, c'est fini, on arrête le match. On arrête, et on construit l'Europe. Bon. Donc la construction de l'ennemi et la déconstruction de l'ennemi sont des processus politiques, mais en égard de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, si vous voulez, il n'y a aucun espoir. Et donc, cette arrière-fond que vous évoquez, plus la présence américaine et Trump derrière, on est dans un cocktail qui est assez explosif. Voilà. Encore une dernière question. Dernière question, enfin. Bah, Oui, je me le dis. Vous savez, là, le moyen d'Orient. vous ne l'épuisez pas, il n'y a pas de question. Le moyen d'Orient est tenu en haleine avec l'annonce du plan, le New Deal, enfin, le New Deal américain, qui devrait intervenir depuis belle lurette, mais pour toutes des raisons de calendrier, les autorités américaines l'ont reporté, selon M. Friedman. Attendez, je ne suis pas très bien compris le début de votre question. Le Moyen-Orient est tenu en haleine par le fameux accord, enfin l'annonce du plan du New Deal américain sur notamment la question palestinienne. Donc, on a constaté que l'Arabie Saoudite s'est rapprochée d'Israël, les Arabes Unis, Bahreïn, Oman, c'est le grand de l'Arabie Saoudite, et on les considère d'une certaine manière comme des agents de pression américains dans l'optique de faire admettre, accepter par les Palestiniens cet accord. Selon vous, est-ce que c'est encore une chance d'aboutir? Ah ben c'est un enterrement de première classe pour les Palestiniens. Hein. Si c'est ça votre question, oui, c'est un enterrement de première classe. Ouais. En gros, les Saoudiens disent, bon, il y en a marre, maintenant, vous avez... On est actuellement dans une espèce de politique, là c'est les juifs intégristes, si vous voulez, qui mènent le bal. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, vous savez qu'il y a une espèce de déplacement de ce qui a été le centre de gravité de la vie politique israélienne, où entre les pères fondateurs, Ben Gourion et d'autres, si vous voulez, qui étaient pour un État juif laïque, vous avez eu progressivement, avec l'apparition de radicaux qui se sont ralliés au projet sioniste et qui finalement ont influencé de plus en plus la société israélienne, des juifs intégristes qui considèrent que depuis d'abord 67 est considéré, c'était très intéressant parce que la victoire était tellement surprenante que vous avez eu 3 interprétations théologiques extrêmement intéressantes. Les juifs radicaux disaient « Ah, c'est la preuve même que Dieu est avec nous ». Et la preuve que la terre promise à Moïse commence à retrouver ses frontières. Vous avez eu les évangéliques américains, qui entourent Trump, il a constitué un conseil évangélique, qui ont dit oui, effectivement, c'est la preuve, comme le dit l'Ancien Testament, que le grand Israël va se constituer, et donc que va arriver le Messie. Et puis à côté de ça, vous avez eu la réaction justement dans le monde arabe et en particulier en Égypte, avec la poussée des frères musulmans, disant mais si on se fait battre à pleine couture à ce point-là, qu'une armée comme Israël arrive à battre toutes les armées du monde arabe, qui étaient toutes à l'époque des socialismes arabes, hein, c'était la Syrie, l'Irak, la Jordanie, etc. C'est donc qu'il faut revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire il faut revenir aux valeurs premières de l'islam, il faut apurer toute la vie politique, etc. Donc chacune des 3 composantes a donné des interprétations théologiques différentes d'une guerre qui a évidemment, qui en 6 jours, si vous voulez, s'est passée comme personne n'aurait pu l'imaginer. Israël reprend Jérusalem, enfin, etc., etc.
Il y a d'ailleurs eu un truc assez rigolo. Vous savez que les évangéliques américains sont les principaux soutiens d'Israël aux États-Unis, beaucoup plus même que l'AIPAC, qui est l'organisation juive américaine, qui est beaucoup plus libérale, si vous voulez, que le gouvernement de Netanyahou. Bon. Et alors, donc les évangéliques américains soutiennent toutes les actions israéliennes, l'annexion des territoires, etc., etc. Et alors, la différence théologique importante entre les évangéliques et les juifs radicaux, c'est que, vous savez, les chrétiens considèrent que le Messie est déjà venu et qu'il va revenir, tandis que les juifs considèrent que le Messie n'est pas arrivé. Et donc, un jour, il y avait une discussion entre Sharon, à l'époque Premier ministre, et puis des représentants d'évangéliques américains qui venaient manifester leur soutien à Israël, etc. Donc, Sharon ne voulait pas les vexer, donc la discussion n'est pas trop vite glissée sur la question du Messie, mais pour sortir de la difficulté, Sharon leur a dit, écoutez, quand le Messie arrivera, on lui posera une seule question. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens sur Terre? Comme ça, on aura réglé la question théologique. Et puis, ils ont arrêté la discussion là-dessus. Donc, vous voyez, on est sur ces situations, c'est le sujet sur lequel je travaille en ce moment, c'est radicalisme religieux, qui sont devenus des ressorts de vie politique internationale dramatiques. Très bien, bien écoutez, je crois que ce soir on a bien travaillé, enfin vous avez bien travaillé, et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la délégation Proche-Moyen-Orient qu'on va présenter après. Merci pour votre intervention. Si certains ont des questions qui n'ont peut-être pas osé poser comme ça face caméra, vous pourrez les poser après. Merci à vous aussi, dans le public, d'avoir fait ce déplacement dans un contexte, je le répète, difficile de circulation à Paris. Cette conférence, elle a suscité beaucoup plus d'intérêt que nos événements. On organise énormément d'événements, on est sur le champ quasiment tous les week-ends. Et cette conférence, du fait de l'actualité, elle a intéressé beaucoup de monde. On a dû refuser du monde, mais voilà. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Monsieur Conesa est auteur de plusieurs livres. Vous l'avez compris pendant son intervention. Quelques-uns sont exposés ici. Vous pouvez vous les procurer en les achetant. Je vais laisser aussi la parole à Manon pour qu'elle présente sa délégation. Donc elle se présente, qu'elle présente sa délégation, les quelques projets de rédaction qui arrivent, puisque l'association ne fait pas que de l'événementiel. Évidemment, ces missions d'information sont essentielles, mais on est aussi une association qui produit de la documentation, des rapports, de l'analyse, de la recherche. Donc je te laisse la parole, Manon, pour annoncer vos prochains rapports. Donc je suis la déléguée Proche et Moyen-Orient. Donc actuellement on a 2 rapports en cours, donc un sur les États-Unis au Moyen-Orient et un autre sur le Yémen. Donc on cherche encore des personnes pour écrire. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec plaisir. Sinon on organise de nombreuses conférences, des tables rondes. Donc voilà, toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook ou sur le site. Et donc voilà, pour les intéressés, si vous avez des questions sur la délégation, n'hésitez pas. Et maintenant, on vous attend pour le buffet de clôture et merci à tous.